Et donc, toutes les créatures de la forêt les ont entendues. La forêt, on parle bien de l'agence immobilière. Exactement. Tous les agents immobiliers de la forêt viennent se battre. Ils font une visite, c'est un 67 mètres carrés, loi Carrez. Et Philippe Lucas décide d'investir. Bonjour, vous écoutez ou peut-être vous regardez sur YouTube Calmos le podcast. Je suis David Honora et comme d'habitude, je suis accompagné de mon compère Hugo Alexandre. Comment ça va, Hugo ? Ça va très bien. Eh ben, c'est super. Parce que on reçoit un invité, comme d'habitude, et dans ce nouvel épisode, on reçoit Guigui Pop. Comment ça va, Guigui ? Ouais, bienvenue chez vous. Quelle ambiance. Merci. Merci, ça va et vous ? Ça va super. On est très chaud. Alors, je suis très content d'être là. Nous aussi, on est content de te recevoir. Guigui, pour te présenter, alors, j'ai des infos un peu en vrac. Allez. Tu es humoriste, tu joues tous les vendredis ton spectacle au Petit Palais des Glaces à Paris. Oui. Tu as écrit des blagues pour le... Oui, mais j'ai pas le droit de le dire. T'as pas le droit de le dire, mais c'est trop tard. Tu fais des chroniques sur France Inter, ça t'as le droit de le dire, je pense. Ah ouais, c'est le droit de le dire. Bien sûr, dans Zoom Zoom Zen. Dans une autre vie, t'as été batteur pour Alain Chamfort et Emma Domas. Tout à fait. Et puis, tu animes également un super podcast qui s'appelle Sur Parole, dans lequel tu interviews tes invités en t'appuyant à chaque fois sur les paroles d'une chanson. Tout à fait. Très bien résumé. Et comme l'indique le titre de ton spectacle Full Contact, tu es cinéphile. Oui, tout à fait. Alors, cinéphile, là, depuis que je suis papa, je suis un peu moins cinéphile, mais oui, je suis cinéphile dans l'âme. Comment tu décrirais ta cinéphilie ? C'est quel genre de film que tu aimes ? Comment tu regardes les films ? La cinéphilie, elle a commencé quand j'étais ado avec tout... parce que moi, j'ai votre âge, quoi. Donc, j'ai commencé au ciné, à la télé, à enregistrer des cassettes, etc. Et après, en fait, l'adolescence, j'ai loupé pas mal de rêves parce que j'étais musicien et je passais mes après-midi à répéter avec mon groupe, etc. Je faisais beaucoup de musique. Du coup, il y a, tu vois, les samedis après où tu vas voir au ciné avec tes potes, ça, je les ai squeezés, tu vois, et j'ai rattrapé ma cinéphilie vers ma vingtaine quand je commençais à avoir mon propre chez moi, pouvoir m'acheter des DVD, pouvoir m'acheter des films et tout. Et voilà, quoi. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, t'as creusé, t'as vu quand même beaucoup de films. J'ai creusé et je me suis toujours challengé sur la cinéphilie, comme dans l'art, tu vois, à me dire, tiens, ça a pas l'air pour moi, je vais aller voir ce que ça donne quand même, tu vois. Genre le cheval de Turin, tous ces trucs-là, tu vois, où au début, tu te dis... des trucs pointus. Des trucs sur pointus le papier, où tu te dis, voilà, ça a pas l'air pour moi, il y a que 27 plans dans le film et il dure 4 heures. Mais en fait, j'ai adoré, hein. Ouais. Ouais. J'aime bien pas mal confronter des trucs comme ça. Le cheval de Turin, par exemple. Ouais. Bon, malgré tout, même quand on est cinéphile, on a toujours des angles morts, des films qu'on n'a pas vus. Et ça tombe bien pour le principe de notre podcast, parce que c'est l'idée, on raconte à nos invités des films qu'ils n'ont pas vus. Et avec toi, ça tombe vraiment super bien, parce que le film qu'on va te raconter et que tu n'as pas vu, c'est vraiment un très gros morceau. C'est Avatar de James Cameron. Et c'est le film le plus vu du monde. Ouais. Et je l'ai jamais vu. Alors, déjà, dites-nous dans les commentaires s'il y a des gens qui l'ont pas vu, qui ont vu le cheval de Turin et pas Avatar. Ça, je veux savoir, c'est important. Mais en fait, le problème, je trouve qu'Avatar, c'est qu'à chaque fois que c'est passé, déjà c'est un gros morceau, donc faut prendre le temps de le regarder. Ouais. Et déjà, le design, il me bottait pas à l'époque. Okay. Même si tout le monde disait, ouais, mais t'arrêtes pas à ça, parce qu'en fait, le film est ouf. Et du coup, plus ça va, plus ça se ringardise à mon œil. Et je me dis, franchement, tu sais quoi, la flemme de le regarder. Mais oui, il faut en rattraper 2 en plus maintenant, et le 3e et tout. Et bientôt 3 d'ailleurs. Cet épisode va aider pour les gens qui veulent voir le 3e épisode qui sort bientôt en salle à réviser, à se remettre un peu l'histoire en tête. Mais alors, vous êtes fan de ce film ? Non. Moi, j'aime bien ce film. On va en parler. Alors toi, Hugo, tu l'as vu à sa sortie ? Moi, je l'ai vu à sa sortie et je pense que ce qui m'a impressionné, c'est surtout la 3D. Parce que c'était l'un des premiers films en 3D quand on voyait des films en 3D en salle, ce qui n'est plus le cas. Et par contre, au niveau du scénario, ça m'a pas trop touché. Mm-hmm. Et j'ai vu le 2e et là, c'était complètement... Le charme était complètement évaporé. Ça m'a vraiment saumé le 2. Mais le 1, j'ai plutôt un bon souvenir quand même de ma séance en tout cas. Mais vous aimez bien le design des persos bleus là ? Non. Non, mais c'est horrible. C'est ça qui me rebute. Ouais. Mais parfois c'est dans l'art, c'est comme ça aussi. Je me suis rendu compte de ça, même dans la musique. Parfois, je passe à côté de groupes parce que j'aime pas leur nom. Tu sais, genre le nom de groupe, je l'aime pas. Et du coup, je me dis, moi, je vais pas aimer. Alors en fait, parfois, je réécoute, je fais, putain, ça tue. Ou t'aimes pas cette pochette d'album. Ouais, tu t'arrêtes à la pochette et tu fais, j'aime pas la pochette. Mais moi, j'ai trop du mal avec les images de synthèse, en fait. J'arrive pas à rentrer dans les films où les personnages sont entièrement conçus en 3D, sauf dans les films d'animation où là, t'es dans un monde en 3D, donc pourquoi pas. Mais quand il y a un peu les deux, ça, tous les Marvel et tout, j'arrive pas. Enfin, les Gardiens de la Galaxie, j'arrive pas à rentrer dedans parce que je crois jamais à ce putain de raton laveur. Mais je trouve qu'il y a comme il y a du second degré de ouf, ça passe mieux, non ? Ouais, mais en fait, j'arrive pas à voir autre chose qu'un mec derrière son ordi qui anime un raton laveur, quoi. Je te confirme que ce n'est pas un vrai raton. Et moi, j'avais aussi des réserves effectivement sur le design de l'univers, des personnages et tout.
Mais j'ai quand même... En fait, c'est aussi un film sur l'immersion. Enfin, c'est vraiment le sujet du film, c'est sur rentrer dans un univers. Et moi, avant de préparer cet épisode, j'avais vu que deux fois au cinéma. Je l'ai vu la première fois l'année de la sortie. Et ils ont fait une ressortie quand le 2 est sorti. Et entre-temps, il y avait eu un progrès technologique, notamment sur la cadence des images, qui résolvait un problème technique pour moi. C'est qu'avec la 3D, en fait, les mouvements de caméra ont tendance à être saccadés quand tu es en 24 images par seconde. Et avec l'image haute fréquence, ça résout vachement ce problème. Et j'ai adoré la deuxième vision en salle du film. Okay. Ça m'a beaucoup plus plongé dans l'univers. D'ailleurs, est-ce que tu viens de nous raconter le film en 24 images par seconde ou Et alors là, non, vous êtes en 1 milliard d'images par seconde dans votre imagination. Wow, et c'est ça qui est le plus fort. Ça, c'est du méga relief. C'est vous qui êtes aux commandes. Bon, alors justement, sur la manière de raconter le film, comme Avatar est un film très long, c'est un film qui dure 2h40 et qu'on se pose encore avec Hugo des questions sur le format de ce podcast. D'habitude, je raconte vraiment tout en détail. On raconte vraiment chaque séquence, chaque détail. Là, je vais essayer de passer un petit peu plus vite. Dites-nous en commentaire si vous pensez que ça marche comme ça ou si c'est mieux comme on fait habituellement. Et dites-nous en commentaire si vous allez faire pipi pendant les films, au ciné. Parce que je me suis demandé ça. Surtout dans des longs films. Quand ça dure 2h40, est-ce que c'est admis que tu peux aller pisser un moment? Moi, je le fais pas, mais... Moi, au cinéma, c'est chiant parce que j'ai peur de louper. Toujours peur de rater la scène importante, quoi. Moi, de toute ma vie de cinéphile, je me suis jamais levé pour pisser. Jamais, je pense. Moi non plus. Alors si, une fois, j'ai eu une courante sur Spider-Man 3. C'était le 1er mai 2007. Il a la date. Je m'en souviens très bien. Du coup, t'as rien compris au film quand t'es Il y a vraiment une grosse chiasse. Chiasse sur Spider-Man 3. Donc je crois que j'ai un peu avant la scène de l'homme de sable. Bref. La chiasse dans les chiottes du ciné, c'est relou. Allez. Je vais vous raconter Avatar. Très bien. Le film s'ouvre sur un écran noir et on entend un chant tribal et puis des percussions pendant que la caméra survole une forêt embrumée. Bon, j'ai dit que j'avais pas donné tous les détails, mais sur l'ouverture, pour vous mettre vraiment dans l'ambiance, là, il y aura pas mal de détails. Une forêt. Et puis, on a la voix d'un homme qui nous parle de rêves qu'il a fait quand il était dans un hôpital militaire. Et il raconte qu'il rêvait de voler. Il se sentait libre. Et en même temps, on a effectivement une caméra qui survole la forêt. Et puis, il ajoute que le truc avec les rêves, c'est qu'à un moment, il faut se réveiller. On a ensuite un plan sur un œil d'un homme l'œil d'un homme qui s'ouvre, éclairé de bleu. Mais c'est un œil humain. Et on découvre qu'en fait, ce type était dans une sorte de sarcophage un peu technologique et qui vient de passer 6 ans en cryogénisation. Donc c'est vraiment le même principe que dans Alien. En fait, c'est des sortes de caissons dans lesquels tu t'es endormi pour pouvoir faire des longs voyages dans l'espace. Et on est dans le futur, du coup. Et on est dans le futur, en 2154, si je dis pas de conneries. Ok. J'ai dit de tête cette date, je suis pas du tout sûr de l'info. Le caisson s'ouvre, on découvre qu'on est en apesanteur dans un gros vaisseau et il y a un infirmier qui vient le détacher, il y a plein d'autres caissons, donc vraiment on est sur un gros cargo qui transporte plein de gens. Okay. Et le mec qu'on suit, dont on vient d'apprendre ce qu'il rêvait dans son hôpital militaire, ça va être le personnage principal du film et il s'appelle Jake Sully. À noter qu'il est interprété par Sam Worthington, qui est sans doute l'un des acteurs les plus transparents de l'histoire. C'est vraiment le gars... Tu mets n'importe qui à la place, il dégage rien. J'arrive plus à avoir sa tête déjà dans ma tête. Bah, c'est exactement la tête du mec dont on n'arrive plus à avoir la tête. Il est dans Star Trek, lui, non? Ah non, c'est l'autre. C'est Chris Pine. Ouais. Non, alors franchement, je sais pas comment vous dire. C'est un mec transparent, quoi. Okay. Non, mais il joue dans d'autres trucs. Il est transparent dans d'autres trucs. Ouais, sans doute. Un Terminator. On l'a pas respecté. Je sais plus. On l'a pas respecté alors qu'il joue le rôle principal dans le film le plus vu de tous les temps. Exactement. Et à la base, ça aurait pu être Matt Damon dans ce rôle-là. Et en fait, Matt Damon, il a refusé parce qu'il était engagé dans la saga des Bourne Supremacy, Bourne machin, Jason Bourne. Et il a un peu les boules parce qu'en plus, le contrat qui lui a été proposé, il y avait un pourcentage sur les recettes. Oh, wow. Et littéralement, il a dit non à 300 millions de dollars. Ah bah ouais. Bon, on apprend que le frère jumeau de Jake Sully était scientifique et qu'il est mort. Ok. Et Jake Sully, celui qu'on suit, lui, il est militaire, c'est un Marines, et on lui propose de reprendre le contrat de son frère parce que c'était un énorme investissement. Et en plus, il est le seul à pouvoir le remplacer pour sa mission parce qu'ils ont un ADN similaire. Ok. On le voit débarquer avec un énorme cargo militaire sur la planète Pandora. Et déjà, le décor est planté, quoi. On est sur une planète sur laquelle débarque
des soldats en nombre. On voit notamment un gros engin avec des flèches plantées dans les roues de l'engin. Donc apparemment, il y a des affrontements avec une tribu sur place. Et je me souviens que c'est une scène qui fonctionne vraiment super bien en 3D parce qu'il y a beaucoup de profondeur de champ avec des engins qui passent au premier plan, à l'arrière-plan. Enfin, vraiment, c'est une scène qui sert vraiment aussi à t'immerger dans le relief, dans la 3D. Oui, d'ailleurs, c'est de la 3D ou c'est plus de la 3D en profondeur dans Avatar. C'est-à-dire que tu rentres vraiment dans un univers, c'est pas la 3D qui te saute au visage. Non. Et c'est ça qui m'avait impressionné à l'époque. La fameuse pub Haribo qui passait, qui était génial qui aussi. passait avant Avatar, Tout le monde a où là, essayé ça te d'attraper jetait un de la bon 3D à la gueule. Ouais. Bien sûr. Oui, James Cameron, il fait beaucoup de la 3D de profondeur de champ et effectivement, tu vois plein de trucs dans la profondeur. Jake Sully nous précise que les militaires ici sont des mercenaires, ils sont payés par une société privée et donc ils sont pas du tout là pour se battre pour la liberté ou la démocratie, ils sont là pour obéir aux intérêts d'une entreprise. Et on se rend compte aussi que c'est des militaires pas très woke parce que les mecs qui sont sur place, ils voient les nouveaux arriver et en gros ils leur disent « Salut les gonzesses ». Alors que les militaires sont woke, en vrai. Ouais, mais vraiment, c'est écrit, vraiment le gros trait du militaire écrit par James Cameron. Voilà. Il y en a encore en 2154 des mecs comme ça. Ouais. Et globalement, l'ambiance, elle a pas l'air ouf. T'aurais aimé de faire ton service militaire, toi, Guigui ? Eh bien, j'ai fait la journée d'appel, moi, et j'ai trouvé ça horrible. Bah déjà. oui. Voilà. Moi aussi. Je me souviens, anecdote de la journée d'appel, je me souviens que donc tu fais ta journée d'appel, après tu vas au déj, du coup tu déj avec des gens que tu connais pas, évidemment, tout le monde est un peu gêné, personne vient du même endroit, on sait pas quoi dire. Je me souviens d'un gars qui avait dit, il y avait une question dans la journée d'appel, c'était je veux regarder tel programme sur TF1 qui commence à 18h et l'autre programme qui commence à 19h. Est-ce que je peux regarder les deux simultanément ? Est-ce que je peux les enchaîner ? En fait, évidemment, tu peux pas parce qu'ils sont en même temps, tu vois. Il y avait un gars à la table du déj, il avait dit vas-y, ils m'ont cassé les couilles avec l'histoire de programme, j'ai rien compris, gros, j'ai rien mis, j'étais là, non, t'aurais dû prendre la tête, c'est pas dur. Mais c'est vrai que ça te met en contact avec ta génération, quoi. Moi, il y avait, à la cantine, il y avait 2 meufs dont les mecs étaient en prison. Et oui. Je m'étais dit, quand même. Et je me souviens, la vie est dure pour d'un mec qui faisait un peu le caïd et tout, et pendant, je suis allé rechercher mon sac ou je sais pas quoi dans la salle, et il était en train de dire, j'aurais m'engager, mais je vais pas le dire devant tout le monde et tout. Tu sais, il y avait un truc comme ça. C'est le seul souvenir que j'en garde, sinon j'avais trouvé ça affreux. Et par contre, mon neveu, il a fait l'armée et tout. Hein. Mon neveu, il y a une famille un peu... il y est encore ou il est... Non, il a arrêté. Okay. Toi, t'es chaud, toi ? Pas tant non plus. Je vais vous dire une bonne chose. On est en train de faire un podcast, donc on n'a vraiment pas le profil pour être des Marines. Je pense que je vais dire, si l'armée de terre recrute, si elle vient dans cette salle, ils font non, pas eux. Enfin, on recrute, mais pas ces gars. Non, mais c'est vrai que c'est l'un des seuls moments dans ta vie où tu rencontres tous les gens de ta génération. C'est ça ou le code du permis, par exemple. Exactement. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres. Mais j'en ai pas retenu grand-chose. On n'en retient rien de ce truc. Non. Bon. Revenons à Avatar, on découvre un autre détail important sur Jake Sully, c'est qu'il est en fauteuil roulant. Ok. Et en fait, il est paraplégique et il raconte que, comme on est dans un futur quand même lointain, la technologie existe pour réparer sa colonne, mais par contre, il n'a pas les moyens de payer. Donc, c'est ce qui fait qu'il est toujours en fauteuil. Et là, on a un briefing militaire avec un personnage de colonel qui est joué par Stephen Lang, que franchement, il joue dans l'avocat du diable, mais vraiment c'est le mec d'Avatar, c'est un autre mec d'Avatar. Et on est vraiment aussi à fond dans les clichés du militaire autoritaire, un peu à la Full Metal Jacket. Il est vraiment odieux, le personnage. La manière dont il est caractérisé, faut imaginer qu'il a une grappe de couilles à la place du cerveau, quoi. C'est vraiment le gars hyper bourrin. Une grappe de couilles. c'est genre pas que deux, quoi. De la pure testostérone. Okay. Et il est défiguré, il a des grosses cicatrices, sans doute causées par une bête sauvage de la jungle de Pandora. Et moi je trouve, alors pas totalement à cause de cette scène, mais à cause d'une scène qui va arriver plus tard, qu'il a la dégaine de Philippe Lucas, l'ancien entraîneur de Laurent Manodou. Donc, imaginez Philippe Lucas. À la place. Franchement, c'est pareil. Pour moi, c'est Philippe Lucas. D'ailleurs, à partir de maintenant, je vais l'appeler Philippe Lucas dans le truc. Et donc, son discours, globalement, consiste à dire bienvenue en enfer, on est là pour défourailler de l'alien. Yes. Ça va être très chaud. On suit Jack. Est-ce qu'il a un petit pendentif avec un peu plus tard, mais il en a moins que Philippe Lucas, parce que Philippe Lucas, il a vraiment plein de colliers comme... Il a des bracelets et tout. Comment il s'appelle, le mec de l'agence touriste ? Mr. T. Voilà. Bien sûr. Philippe Lucas, c'est ça sa ref, j'imagine. Mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas si sa biographie en témoigne, mais bon. En tout cas,
Il a un petit pendentif, ouais. Genre, limite, il a une griffe, enfin, je sais plus ce qu'il a, mais... Une dent d'une bête sauvage. Ouais. Quoi. Et donc là, on suit Jack qui découvre son avatar dans un bocal géant. Et donc, un avatar, en fait, c'est que sur la planète Pandora, la planète est notamment habitée par des êtres humanoïdes géants, bleus, dont tu parlais tout à l'heure, Guigui, ceux dont tu n'aimes pas le look. Oui. Et ces êtres géants, on les appelle des navis. Et les humains ont mis au point une techno qui permet de créer des faux navis grâce à un mélange avec de l'ADN navi et de l'ADN humain, et ensuite de piloter à distance ces avatars dans une sorte de pod dans laquelle tu vas être plus ou moins endormi. Donc en fait, c'est ça le principe de l'avatar, c'est que on va mettre Jake dans un pod et il contrôle un navi, il devient Matrix, un navi à distance. Et pourquoi ils peuvent pas y aller c'est un peu Matrix, mais voulu. En vrai. Pourquoi ils peuvent pas y aller en tant qu'humains? Parce qu'ils sont tout petits et justement. Et eux, ils sont géants. Et ouais, ils sont géants. Je dirais qu'ils font 2 fois et demi un humain. Et ça, je vais l'expliquer, c'est qu'il y a une opération spécifique qui nécessite en fait d'avoir des avatars. Est-ce que dans le film, il y a une Allemagne Navy? Pas du tout. C'est ça. Mais il y aura des jeux de mots dans cette émission et oui. Je suis ravi de ce que tu viens de me proposer. Mais du coup, ils peuvent pas respirer non plus dans l'atmosphère. Ouais, ça c'est un autre truc, c'est que l'atmosphère de Pandora ne permet pas de respirer. Après, ils ont des masques, les humains, pour respirer, mais voilà. La scientifique en chef qui est responsable de l'opération, elle s'appelle Grace et elle est jouée par Sigourney Weaver. Donc, je l'appellerai Sigourney. Et c'est marrant parce qu'elle est vraiment... c'est une scientifique et c'est la synthèse de ses 2 plus grands rôles parce qu'il y a le côté Ripley dans la saga Alien pour le côté SF et aussi Diane Fossey dans Des gorilles dans la brume parce que c'est vraiment une scientifique... éthologue qui étudie des créatures et leur comportement, etc. Et puis, parmi les scientifiques, il y a un autre mec, un petit jeune qui est arrivé en même temps que Jake, qui s'appelle Norman, et qui lui est spécialiste du langage des navis. Il ne fait pas de vidéo. Très bien. C'est pas lui. Voilà. Donc, le truc, en revanche, c'est que Sigourney, elle n'est pas convaincue par Jake. Contrairement à son frère qui s'est vraiment préparé spécifiquement pour cette mission, et le frère de Jake était scientifique, Jake, lui, c'est un Marines, et elle peut pas saquer les militaires, ça la fait chier. Et on apprend aussi qu'à un moment, elle a monté une école pour apprendre l'anglais aux navis. Donc au début, la technologie avec les avatars et tout, c'était plutôt un truc pacifique et scientifique pour les comprendre. En fait, c'est d'ailleurs, ils le font, les primatologues. Ils se déguisent parfois en gorille pour aller les approcher. En fait, c'est exactement la même technique, quoi. Okay. Donc, c'est pour ça qu'à la base, ça a été fait. Et là, on va découvrir que la mission, elle a changé d'orientation dernièrement. En gros, le programme Avatar est passé au service d'une grosse entreprise qui est représentée par le cadre de cette entreprise qui est présent sur Pandora. Il est joué par Giovanni Ribisi, qui est le petit frère de Phoebe dans Friends. Je sais pas si vous voyez. Ok, oui, je vois très bien. C'est lui qui fait que Phoebe porte un enfant à un moment. Moi, je le connais pas autrement que le petit frère de Phoebe dans Friends. Et en fait, c'est devenu vraiment une mission pécuniaire, le truc, parce que le but, c'est d'essayer de récupérer par la voie diplomatique un minerai rare et très précieux, l'unobdatium, qui est présent en quantité sur Pandora. Et en gros, ils veulent faire en sorte d'amadouer la population pour récupérer ce qu'il y a dans le sous-sol. Est-ce que l'histoire, elle est tirée d'un bouquin ou pas du tout? Non, c'est vraiment un scénario original de James Cameron qui, je crois, il commence le scénario en 95. Et il a vraiment tiré pendant très longtemps. Il avait imaginé un univers énorme. Du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de suites et que c'est le projet de sa vie. Mais oui, ça sort vraiment de l'imaginaire. Heureusement que ça a marché, parce que quand c'est le projet de ta vie et que ça floppe, c'est vraiment lourd. C'est clair. Là, il est bien lancé dedans, quoi. Et surtout, le tournage, enfin, aussi pour des raisons de technologie, le truc a été repoussé pendant longtemps. Je pense en 95, il espérait le sortir beaucoup plus tôt. Est-ce qu'il y a des jours quand t'es James Cameron, tu fais en fait, Avatar, ça me saoule. Tu vois, c'est impossible. Tu peux pas dire ça. Maintenant, t'es lancé dans un truc tellement gros, tu peux pas dire ça. Tu dois dire oui, non, mais j'aime bien, mais tu sais, il y a forcément des moments où ça te saule. Ouais. Tu fais quoi aujourd'hui? Avatar. Hein. Mais même un jour, il fait autre chose. Même des choix de design, quoi. Ça se trouve, le bleu. Mais oui, voilà. En fait, il regrette. Il est putain, je les aime plus, mais bon, c'est trop tard. Ouais. Bon,
on voit Jake faire une première session de test de son avatar. Et en fait, tout de suite, il kiffe à fond. Il s'échappe du labo, en fait, il le réveille. Donc la techno, en fait, lui, il s'endort dans un pod et puis il se réveille dans le corps de l'avatar. Et tout de suite, il commence à détacher les perfusions, à s'échapper du labo et il se met à courir à l'extérieur. Et pour lui, c'est incroyable parce que comme il est paraplégique, le fait de pouvoir à nouveau courir, c'est un truc génial. Et du point de vue du spectateur, c'est aussi une sacrée expérience parce que on est projeté dans un autre monde, quoi. Donc avec en plus l'immersion du relief, on a l'impression d'être dans la peau du personnage. Je pense que c'est vraiment aussi la logique esthétique imaginée par Cameron. Le soir tombe et du coup, il va se coucher, Jake, avec les autres avatars dans une sorte de bungalow qui est en train d'être fermé par l'avatar de Sigourney, parce qu'elle aussi, elle a son avatar, et le linguiste aussi, tout le monde. Enfin, ils ont leur truc, ils sont dans leur corps d'avatar, et ils s'enferment la nuit dans une sorte de petit bungalow. Et là, on voit, à un moment, il y a un détail d'anatomie qui va avoir son importance un peu plus tard, on voit Jake examiner sa tresse, parce que c'est vrai que j'ai pas décrit, je me suis même pas senti le besoin de décrire les avatars, parce que tout le monde voit à quoi ça ressemble. C'est des grands mecs bleus avec des sortes de rastas, et ils ont une tresse, et il est en train d'examiner sa tresse, et en fait, au bout de la tresse, il y a des filaments, et Sigourney, là, elle fait une petite blague en lui disant, en VO, elle dit « Faut pas jouer avec ça parce que tu vas finir aveugle », et c'est traduit en VF par « Faut pas jouer avec ça parce que ça rend sourd ». Et je savais pas cette nuance, en fait, c'est vraiment une blague sur la masturbation. La masturbation. Sauf qu'en anglais, on devient aveugle. Tu deviens aveugle, et en français, tu deviens sourd. Donc en fait, il se branle avec sa couette. Ouais, enfin, c'est plus pour dire que ça c'est un peu leur attribut sexuel, quoi. Ok. On en reparlera, mais sur la sexualité des navis, il a un peu tourné autour du pot, James. Mais l'organe sexuel est exhibé aux yeux de tout le monde, du coup. C'est une société qui n'est pas pudique. Avec une quéquette qui pend, là. C'est trop bizarre. Tout ça est très bizarre. Mais on va en reparler. Attends, parce qu'il y avait une version de 7 heures, je suis pas fou de ce film. Il avait fait un montage. En fait, il avait fait un montage méga long. Ouais. Et du coup, ça se trouve, c'est là-dedans. 7 heures, ça me paraît fou. Il avait dit, j'ai un truc de ouf et la tout. La scène de masturbation de 13 minutes. Ouais, ça se trouve, et sa prod, ils ont dit, bon, tu sais quoi, non. Le moment où il se branle les couettes, là, on va peut-être l'enlever. Ça sert pas à grand-chose. Tu le gardes pour toi, si tu veux. Tu le gardes pour toi. Bref, du coup, Jack, il s'endort dans son avatar et du coup, il se réveille dans le pod. Et là, on nous présente encore un nouveau personnage qui est interprété par Michelle Rodriguez. Et elle joue un pilote d'hélico. Elle est super. C'est vraiment Michelle Rodriguez. C'est la meuf de Fast and Furious. Elle est super de A à Z dans le film. Il n'y a rien de plus à savoir. Et là, on retrouve Philippe Lucas pour un nouveau briefing. Mais cette fois, il fait un briefing direct à Jake. Ok. C'est là qu'il a son Marcel gris et son petit collier. C'est là que ça saute aux yeux que c'est Philippe Lucas, à mes yeux. Vraiment, sa manière de parler, ça donne envie de faire des allers-retours dans une piscine. Et il lui explique ce qu'il attend de lui précisément. En gros, il lui dit que, comme lui, il est Marines, Jake, là, il a une mission d'infiltration. Et son rôle, ça va être de gagner la confiance des navis et de ramener des infos. D'ailleurs, à ce sujet, on a consacré avec Hugo une vidéo sur la chaîne sur les aliens infiltrés, mais les aliens infiltrés parmi les humains. On parle notamment de Invasion Los Angeles de John Carpenter. Et c'est assez marrant de se dire que Avatar, c'est exactement le truc inverse, où c'est des humains qui vont sur une autre planète pour s'infiltrer parmi les autochtones et être des salauds, quoi. Et là, je me demandais, est-ce que toi, Guigui, t'aurais une solution pour repérer les aliens infiltrés s'il y en avait parmi nous? Bah, je pense que je leur demanderais des refs, qu'on a. Ah ouais. Tu sais, genre, hey, tu te souviens le Club Dorothée? Et il serait là. Non, comment ça, t'es dans quelle année? T'as jamais vu le Club Dorothée? T'es des trucs méga basiques. Tu sais quoi, en France 98, quand on a gagné? Ah bah, alors quoi? Bah, t'es un alien. Mais ça me fait toujours marrer les trucs comme ça, tu sais, c'est comme, tu vois, les Tortues Ninja quand t'habites un impair. Oui. Et puis après, tout le monde est là, ils sont dans la ville et fait, bah, c'est juste des tortues, quoi. C'est juste des tortues avec un impair. Fait, non, c'est juste un gars qui a un chapeau. Mais non. Je trouve ça toujours ridicule. Il y a la même chose dans Howard the Duck, je crois, en plus. Juste un canard et il met un impair, ils sont là. Bonjour monsieur. Mais non. C'est quand même un canard. C'est un putain de canard, de quoi on parle? Bon, on est reparti pour une première mission de repérage. Donc cette fois, ils vont aller avec la team de scientifiques dans la jungle. Et là, vraiment, on en prend plein les yeux. Plein de lumière, plein de couleurs. Jake commence à découvrir des fleurs qui sont en forme de petits zigouigouis. Et quand il les effleure, elles se rabougrissent. Enfin, c'est sympa, quoi. C'est vraiment la découverte de la nature, mais une nature vraiment alternative. Très alternative, très luxuriante et lointaine, quoi. Après, je me suis fait la réflexion dans le deuxième film. Ouais.
que la nature de Avatar, c'est exactement la nature qu'on connaît. En fait, c'est la même chose, sauf qu'ils ont 3 cornes en plus. Et il y a ça aussi dans le 1, c'est des petites variations. Du coup, je me suis fait la réflexion dans le deuxième film que c'était pas si inventif que ça, cet univers. En fait, il a pas du tout bossé, quoi. Il a pris un dauphin, il a rajouté une corne et il se dit c'est bon, c'est le dauphin de Pandora, quoi. Ouais, mais peut-être qu'il s'est dit aussi que si tu fais un truc trop bizarre, on aurait eu plus de mal à se plonger dedans, quoi. Et peut-être qu'il s'est dit ça va, je vous offre déjà une nouvelle population et tout. Prenez pas la tête. Oui, ils ont aussi des tulipes, voilà. À part la couette à branlette. Là, d'accord, ça c'est un nouveau truc. Ça, c'est nouveau, ça. Une upgrade. Et d'ailleurs, justement, là, Jake, il va être confronté à un premier danger. Et le premier danger, c'est des sortes de giga rhinocéros, mais avec une corne, au lieu d'avoir une corne verticale, c'est une sorte de gros aileron d'avant de Formule 1 à l'horizontale. Ouais. Vous voyez? Et donc, il flippe un peu, mais Sigourney lui dit de rester calme. Donc là, elle lui dit les trucs trop énervants de gens qui connaissent bien les animaux sauvages. Disant, non, mais faut pas avoir peur, c'est ça qui... Faut pas avoir peur, tu tournes autour d'un arbre et après, il va se lasser, comme avec les sangliers. Bon, est-ce que la charge de rhinocéros est mieux faite que la charge des animaux dans Jumanji à la revoyure? Ouais. En même temps, moi, je suis assez client de Jumanji et je trouve que c'était bien fait pour l'époque. Ah, pour l'époque, mais alors là, tu regardes maintenant, tu vas... Bon, j'ai hâte de le montrer à mon fils. Moi, je l'ai montré à mon neveu il y a pas longtemps. Et alors? Et déjà, je trouve que l'histoire de Jumanji, elle est géniale et ça tient vraiment bien la route. En tout cas, il a beaucoup aimé le film. Ok. Ah. Donc franchement... Et tu l'as pas montré Avatar encore? Et je vais pas montrer Avatar. Ouais. Et donc, elle lui dit, il faut rester calme, ils vont... Juste de rhinocéros. Voilà. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai, je t'ai dit la charge de rhino, mais en fait, justement, ils vont pas charger. Ils ont l'air d'avoir peur de quelque chose. C'est parce que le gros classique dans les films, c'est parce qu'en fait, il y a une bête encore plus féroce qui est derrière Jake. Il y a un putain de T-Rex. En l'occurrence, c'est une giga panthère. Donc, c'est une sorte d'énorme panthère, une variation de panthère avec des petites tresses. Ça, c'est énerve Hugo, quoi. C'est la variation. C'est pas foulé, une putain de panthère avec des tresses, voilà. Mais sérieux. Bouge-toi, quoi. En 15 ans, il a pondu une putain de panthère. Et là, elle a des bottes. Bon. C'est le chapeauté. Et donc là, par contre, on a ce petit gag classique dans les films où Sigourney, elle lui dit non, alors, avec cet animal-là, faut vraiment que tu traces, faut que tu cours. Et on a une scène de poursuite dans la forêt. Alors, moi, ce que je déteste dans les trucs comme ça, c'est quand il y a un gros danger et que le héros, il le prend en dérision. Ça, je déteste. Quand ça fait genre, oh. T'es genre, ta gueule. Non, après, il n'y a pas vraiment de danger, puisqu'en fait, leur intégrité physique personnelle n'est pas mise en cause, puisque c'est leur avatar. Si tu meurs en tant qu'avatar, tu meurs en tant que... Non, si tu meurs en tant qu'avatar, tu ne meurs pas en tant qu'humain. Ouais, bah alors, tranquille. Mais par contre, il y a un danger, du coup, pécunier, parce que j'imagine c'est des millions de dollars qui ont été investis dans son avatar, avec en plus l'ADN de son frère, et je crois que c'est pas vraiment explicité, mais c'est compliqué à refaire, quoi. Il en a pas d'autres. Ouais, enfin bon... Voilà. Mais oui, mais quand même. Je me fais charger par une énorme panthère, excusez-moi. Et aussi, d'un point de vue sur ce que raconte le cinéma, c'est hyper intéressant, parce que finalement, on est immergé dans le personnage, mais effectivement, vous avez raison. Nous, au cinéma, si le personnage meurt, on meurt pas en regardant ça. Et lui, c'est un peu pareil. Mais on a peur quand même. Et on a quand même peur pour lui, et lui, il a peur pour lui, et tout le monde a peur. Et du coup, il trace. Et du coup, en tant que spectateur, tu te poses pas la question. Tu te dis, il y a une bête sauvage qui me pourchasse, il faut que je lui échappe. Et du coup, il passe à 2 doigts de se faire bouffer, mais il réussit à s'échapper en plongeant dans une énorme cascade. Et il passe à 2 doigts de rendre son avatar paraplégique aussi, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de fond dans le truc dans lequel il s'écrase. Et il pourrait se péter la colonne. Il s'évanouit pas. Okay. Il est juste dans le dénivelé, je sais pas, à 200 mètres en dessous, vraiment loin, il est emporté par le courant. Ce serait génial, le mec paraplégique qui rentre dans un avatar qui est paraplégique aussi. Il est en fauteuil, il fait la cuisine pendant que les autres ils sont dans la forêt. C'est terrible. Donc finalement, il se passe pas ça, il s'en sort, il nage un peu, mais il se retrouve par contre tout seul dans la forêt. Et oui. Et donc là, tandis que Jake explore la jungle, il est observé par une Na'vi femelle. J'en étais sûr. Et pourquoi t'étais sûr de ça? Parce que ça va être l'histoire d'amour entre eux. Ouais. Bah et d'ailleurs, à mon avis, il s'évanouit. Et tu sais, quand t'as la scène où il ouvre les yeux, t'as genre les petits clips comme ça de quelqu'un qui noir. Se penche sur lui. Voilà, quelqu'un qui se penche sur lui. Et d'un seul coup, c'est l'amour. Et puis voilà. Non, alors ça se passe pas du tout comme ça. Parce qu'elle est dans les arbres au-dessus de lui. Elle a un arc avec des flèches.
On a appris plus tôt que les flèches sont trempées dans un truc vraiment mortel. Tu meurs en 3 secondes si tu te fais toucher. Ok. Et au moment où elle va décocher sa flèche mortelle, il y a une sorte de petite pieuvre pissenlit. Franchement, ça c'est assez imaginatif. Okay. Alors, il fait des crossovers. Une sorte de pieuvre pissenlit toute petite qui vient se poser sur la flèche. Et finalement, elle décide de ne pas tirer cette flèche parce que elle voit un signe de ne pas faire ça. Pendant ce temps-là, l'équipe de Jack, elle est retournée en hélico, elle patrouille en hélico et la nuit va tomber, donc ils disent qu'il faut rentrer. Ils cherchent Jake. Ils cherchaient Jake, ils ne le trouvent pas. Okay. Et là, il y a une réflexion qui est faite. Pas sûr qu'ils survivent la nuit parce que la nuit dans la jungle de Pandora, c'est hyper dangereux. Et effectivement, la nuit est tombée et Jake, il commence à stresser un peu. Il y a plein de bruits bizarres autour de lui. Alors d'ailleurs, tu parlais de Jumanji, Guigui. À combien tu évalues tes capacités de survie dans la jungle, tout ça là? Moi, j'adorais regarder, Bear Grylls et tout ça là. Ouais, donc t'es un peu informé. Non mais bon. Tu sais ce que tu dois faire. Franchement, j'ai rien retenu, mais j'aimais trop ces trucs de... De toute façon, il fait que bouffer des chenilles pendant tout l'épisode de Bear Grylls. Donc, il paraît que c'est truqué en plus, Bear Grylls. Bah, c'est sûr, il va pas crever en direct. Mais qu'est-ce que je ferais en premier? Bah, déjà, avoir un bon plumard, quoi. Ouais. Mais en hauteur. Hein. En hauteur, pour monter dans un arbre. Ah bah bien sûr, tu montes en hauteur. Souvent, je me dis, tu sais, il y a une nuit qui a l'air cool, alors qu'ils sont en pleine nature. C'est la nuit qui passe dans Jurassic Park, dans l'arbre. Tu vois? Ouais, ça a l'air sympa. Ça a l'air vraiment bien de dormir là. Et ouais, je ferais ça. Je dormirais dans un arbre. Après, pour bouffer, c'est compliqué. Déjà, Koh-Lanta, je serais pas chaud, alors... Vous serez chaud, vous? Non. Ah oui. Moi, je serais catastrophique. Ah oui. La nature, c'est vraiment pas mon environnement. Je me pends à l'arbre. J'aurais pu le deviner. Encore une fois, on enregistre un podcast. Bon, alors Jack, lui, il s'est fabriqué... Lui, c'est un Marines. Donc, pour le coup, il connaît 2-3 trucs. Attends, il a des armes et tout? Non. Il était venu avec des armes, mais là, il a plus d'armes. En tombant dans la rivière, il a tout paumé. Et par contre, il s'est très vite fabriqué une arme. Il s'est fabriqué une sorte de pieu avec un bâton. Et là, il essaie, de l'autre côté, d'en faire une torche. Et il lui restait des allumettes qui, apparemment, ne sont pas mouillées. Bon, vas-y donc. Et il gratte les allumettes, il allume sa torche. Et il est encerclé par une sorte de meute de chiens noirs vraiment flippants. Ok. Il commence à se battre avec les chiens. C'est super chaud pour lui. Et clairement, il va se faire bouffer. Mais heureusement, la Na'vi qu'on a vue tout à l'heure, elle intervient. Elle fait un move hyper stylé où on la voit sauter et tirer une flèche au ralenti. Dis-moi si je me trompe, mais en gros, elle saute, elle tire une seule flèche, elle tue un des chiens et tous les autres chiens ils flippent. Ouais. C'est sûr et certain, c'était sûr. Comme par hasard, tous les autres chiens ils font après ils font un petit bruit aigu là. Et après ils ont peur. Et tu viens de faire le bruitage officiel du film. C'est ça. Et ils se cassent. Elle ramasse la torche de Jake, elle la balance dans la rivière pour l'éteindre. Et elle balance des insanités au passage dans sa langue. Apparemment, c'était n'importe quoi de faire... Ein Volk im Reich, ein Führer. Non. Tu parles Na'vi. C'est n'importe quoi. Big up aux Allemands qui nous écoutent. Oui. N'importe quoi d'avoir une torche la nuit à Pandora. Ah ouais, ça se fait pas. Bah non, ça se fait pas. Et d'ailleurs, ce qu'elle fait un autre truc, c'est qu'elle se rapproche... en fait, elle se rapproche d'un des chiens qu'elle a blessé. Je crois qu'elle a donné peut-être un coup de latte à un autre. Enfin, elle leur a fait peur. Et en fait, elle a de la peine pour celui qu'elle a blessé très grièvement. Et elle l'apaise, quoi. Il y a un truc... Et pendant ce temps-là, la forêt s'illumine autour de Jack. Et en fait, il n'y avait pas besoin d'allumer de torche parce qu'en fait, la forêt, elle se gère toute seule, quoi. Elle peut te faire la lumière si t'en as besoin. C'est un lampadaire, la forêt. C'est une sorte de lampadaire. Les lampes halogènes. Voilà. On choisit l'intensité. Et du coup, Jack remercie la meuf qui s'appelle Neytiri et qui est jouée par Zoé Saldana. Et Neytiri répond... elle répond pas, en fait. Elle commence à se barrer, elle est saoulée. Il la suit. Il lui dit qu'il veut juste la remercier et elle se retourne en lui mettant un gros coup d'arc dans la tronche. Ok. Et elle lui dit en anglais, elle parle anglais, de pas la remercier pour ce qui vient de se passer parce que ce qui vient de se passer, c'est super triste. Il a fait du mal à un animal. Il n'y a pas de quoi être fier. Et comment elle a appris l'anglais? Et elle a appris l'anglais très certainement grâce à Sigourney qui avait ouvert son école. Prévu. Il est bon pour apprendre l'anglais. Je voulais le mettre dans les corps, pas question. 15 ans d'écriture. James, il a bossé son truc. Donc, il demande pourquoi elle l'a sauvé, du coup. Et elle dit qu'il a l'air d'avoir un grand cœur, mais qu'il est complètement stupide. Elle insiste vraiment sur le stupide. Elle dit qu'il est ignorant comme un enfant. Il lui demande pardon. Il dit qu'il a envie d'apprendre.
C'est relou qu'on te dise ça au premier date. Ouais, c'est ça. Et elle lui dit qu'il devrait rentrer, que c'est qu'un gros bébé. Et là, vraiment, on est sur une interaction hétérosexuelle à peu près standard, en fait. C'est-à-dire que lui, vraiment, il dit mais apprends-moi des trucs et tout. Et elle lui dit casse-toi de là, t'es un bébé. Tu pues, t'es un bébé. Arrête de me suivre. Et vraiment, arrête de me suivre. Et alors qu'elle se désintéresse de lui, d'un coup, il y a plein de petites pieuvres pissenlits qui arrivent et qui viennent se mettre sur lui. Et en fait, on apprend que les pieuvres pissenlits, c'est les graines de l'arbre sacré. Donc, ça doit vouloir dire quelque chose de stylé concernant Jake. Si les graines de l'arbre sacré te kiffent, c'est pas mal pour ton date. C'est bon signe. Mais attends, d'où elle a vu qu'il y a un grand cœur, en fait? Elle a vu le gars passer dans la rue comme ça. Elle le sent. En fait, un grand cœur, je pense qu'il y a une vraie réponse à ça. C'est que une première graine de l'arbre sacré s'est posée sur sa flèche. Donc, ça voulait dire la forêt envoyait un message. La forêt envoyait un message en disant lui... Ouais. Lui, tu me le gardes. Lui, tu me le gardes au chaud, il a l'air super. Lui, tu me le branles. Lui, tu me le branles. Bon. Il a une très belle couette. C'est une rêve. Oui, bah, sinon, il n'y a pas ça dans le film. C'est une rêve notamment au podcast de Mehdi Maizi, que je vous invite à écouter. Bon, alors elle se dit, ok, pourquoi pas, et elle accepte qu'il la suive. Mais très vite sur le chemin, Jake se fait capturer par d'autres mecs, d'autres navis. Ok. Qui sont encore... On est encore sur un type de créature qui énerve Hugo. Ils sont sur en gros des chevaux à 6 pattes. C'est juste, il a rajouté 2 pattes qui servent à rien. Et donc, il est ramené notamment par un mec, il y a un mec vraiment très musclé qui tient Jake par le col, et c'est vraiment le mâle alpha de la tribu. Ok. Il a une gueule, une mâchoire un peu carrée, et puis il dégage une masculinité. Une grappe de couilles. Il a une grappe de couilles sur l'épaule. C'est ça. Non, il a l'air un peu plus gentil que Philippe Lucas. Et il l'amène sous l'arbre sacré et il lui fait rencontrer le chef. Et là, il y a une méga foule. On découvre plein de navis. Et le chef, en fait, c'est le père de Neytiri. Donc elle, c'est la fille du chef. Et par ailleurs, sa mère, c'est la chef spirituelle. Elle a un côté un peu plus sorcière vaudou, quoi. Bref, Neytiri, elle va apprendre la vie dans la forêt à Jake. Et c'est ce que lui a demandé sa mère. Elle lui a dit, bah non, puisqu'il est là, tu vas lui apprendre la vie. Bien sûr. Et au début, elle est un peu, oh non, ça me saoule. Et en fait, en fait, à un moment, elle le regarde, puis elle se dit, hey. Et d'ailleurs, justement, on voit Jake dès la première nuit, alors qu'il était habillé, il était en avatar, mais habillé avec des vêtements d'humain. Tout de suite, on le voit revenir à poil. Avec c'est comme ça que ça se passe ici. Une sorte de mini pagne. Et ils vont dormir dans des sortes de hamacs suspendus qui se referment sur eux comme des cocons. Et c'est stylé. Voilà. Donc là, quand il va s'endormir, on repasse à l'humain. Exactement. Et voilà, c'était la phrase que j'allais dire. Ah oui. Son avatar s'endort, t'as très bien suivi. Et du coup, Jake se réveille dans le labo. Et depuis la base des humains, on apprend que le village Navi, dans l'arbre géant, se trouve, ça c'est pas de bol, pile au-dessus d'un énorme gisement du minerai précieux qui recherche. Non, mais c'est trop dommage. Mais alors j'ai une autre question dans l'autre sens. Quand le Navi se réveille, toi tu repars dans l'autre sens, quoi. Mais il faut que tu sois dans le cocon. Et ça, tu vas le voir plus tard dans le film. Le Navi, l'avatar ne peut pas se réveiller si l'humain n'est pas dans le cocon. Et voilà, d'accord. Donc ça peut être un problème. Donc ça peut pas te couper au milieu d'une conversation. Non. T'es en train de parler en humain, je repars, au revoir. Non, okay, c'est contrôlé par les humains, quoi. C'est des côtés des humains. Et donc, la mission de Jake se précise. Il a 3 mois pour les faire bouger de cet arbre géant, là, parce que l'entreprise va aller... Elle va raser l'arbre. Va raser l'arbre, quoi. Donc, il y retourne. Et il va apprendre des choses. Et le premier concept qu'il apprend, c'est la fonction de la natte avec les filaments. On découvre que beaucoup de créatures, en fait, la plupart des créatures de la forêt, elles ont la même chose, elles ont aussi une natte. Et en fait, ils peuvent se connecter. Donc, en fait, ils peuvent se connecter notamment aux chevaux à 6 pattes. C'est USB-C. C'est USB-C, exactement. Donc cette blague a été faite à la sortie d'Avatar. Parce que c'est vraiment de la connectique comme ça. Et ça, pour le coup, c'est une trouvaille. C'est pas un truc qui existe. Attends, toutes les créatures, même les chevaux à 6 pattes et tout, ils ont tous... Les chevaux à 6 pattes ont ça, ouais. Ok. Et justement, le premier truc qu'il va faire, c'est essayer de monter un cheval comme ça. Mais c'est un peu dur à maîtriser, donc tu as une scène où il essaye, il se connecte, mais il se pète la gueule, il tombe dans la boue, et voilà. Mais il commence à apprendre le truc.
Et j'imagine qu'elle le regarde un peu genre... nulos. Et aussi, il y a le mal... je suis ému. Ouais, et il y a le mâle alpha qui vient le juger et qui dit il est nul, vraiment, cet étranger. Bien sûr. Et donc, Jack, il apprend des choses et en parallèle, il balance des infos aux militaires quand il revient dans son corps d'humain. Mais c'est sa mission. Et le truc, c'est que Sigourney, elle aime pas trop le fait que les découvertes que fait Jack soient micromanagées par les militaires. Et du coup, elle a une idée. Elle décide d'aller installer une petite base mobile près du village, près de l'endroit où sont les 7 tribus nazis. C'est nazis. Non, pas nazis. C'est des navis. Il y a forcément pensé en 15 ans quand il a créé son truc avec ouais, Navi. Franchement, il a dû même faire lui-même le lapsus. Mais remarque, c'est dans le deuxième OSS 117 que les hippies, parce que j'allais dire, ils sont plutôt les navis sont plutôt hippies. Ouais. Et il peut y avoir des nazis qui se cachent parmi les hippies. C'est une ref à OSS 117 peut-être. Ouais, c'est à peu près la même époque. Bref. Donc Sigourney, elle a l'idée d'aller installer une petite base mobile près du village des navis et sur un nouvel endroit, un nouveau décor qu'on n'a pas encore découvert, qui sont des montagnes volantes. Donc en fait, on a des sortes d'énormes rochers massifs volants. On a des paysages magnifiques, on en prend plein les mirettes. Ok. Si je peux me permettre. Ouais, tu peux te permettre. Cette expression. Et comme on arrive à environ 1 heure de film, ça me donne l'occasion de faire un petit jeu. Ok. Et ça va être le jeu des remakes interstellaires. Je vais vous lire des pitchs de films que j'ai réécrits comme si les films avaient été remakés sur des planètes lointaines. Okay. Soit des planètes réelles, soit des planètes imaginaires. Il va falloir trouver le titre de ces remakes qui consiste en un jeu de mots, un mot valise, qui va combiner le titre du film et le nom de la planète. Je me régale, vas-y. j'adore les jeux de mots et j'adore les jeux, donc c'est vite vu. On va se régaler et on va commencer par un premier film. C'est l'histoire véridique de 4 navis qui ont un rêve fou, obtenir une médaille d'or dans une discipline olympique impossible à pratiquer sur leur planète. Bah, Rasta Rocket, mais alors Rasta Planète. Et donc, c'est des navis, donc leur planète. Ah, Pandora Star Rocket. C'est Pandora Star Rocket, exactement. Bien joué. Pandora Star Rocket. Ok, je viens de comprendre J'aimerais bien voir Pandora Star Rocket. Et surtout, comme en plus, ils ont un peu des rastas, ça pourrait être pas mal. Deuxième film. Il fait une chaleur torride sur cette planète désertique, habitée notamment par les Tuscanes et les Jawas, quand la mort mystérieuse d'une jeune femme va donner bien du fil à retordre à l'agent Dale Cooper, venu enquêter sur place. Et oui, c'est une planète de Star Wars sur laquelle vit la famille Skywalker. Tatooine Peaks. Tatooine Peaks. Firewalk with me, parce que c'est le film. Tatooine Peaks, oui. Voilà. Bravo. Ça s'applaudit. Bien joué, je l'avais pas. Une jeune femme endeuillée accompagne son copain et quelques amis à un festival estival qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans. Très bien. Sur une planète du système solaire. Midsommar, exactement. Et voilà, ce qui commence comme des vacances insouciantes dans une région où le soleil ne se couche pas, va vite prendre une sale tournure. On enchaîne avec un autre film. Grâce à un concours vidéo qu'ils viennent de remporter, Youssef, Stéphane, Christophe et Mike, 4 banlieusards inséparables, partent pour 1 mois sur la planète la plus proche du soleil. C'est la première fois qu'ils sortent de leur cité, ils espèrent profiter et pécho un max, mais ils vont au-devant de sévères déconvenues. Mercure... Donc c'est 4 banlieusards, c'est un film culte des années 90. Le ciel, les oiseaux est à Mercure. Exactement. Le ciel, les oiseaux est à Mercure, oui. Ah, j'avais oublié ce film, putain. On enchaîne avec un film dans lequel Sonia Bergerac, professeure dans un collège de la plus grande planète du système solaire, est au bord de la dépression nerveuse depuis que son mari l'a quittée. Un matin, elle découvre une arme cachée dans le sac d'un élève, elle s'en empare et tire involontairement sur l'un d'entre eux. C'est un film avec Isabelle Adjani. Putain, alors attends, je me rappelle Paniquée, elle prend la classe en otage. Ouais, la journée de la Jupiter. Ah oui, c'est ça. Putain, t'es bon, la journée de la Jupiter. Ah oui. Film suivant. J'adore. Un casting de stars embarque pour un tournage sur la planète natale de Kal-El. Mais très vite, tout dérape. Les caprices de stars et l'incompétence du réalisateur vont faire grimper les frais à une allure vertigineuse au point que le studio décide de tout arrêter. Mais celui-ci insiste et décide d'entraîner la petite troupe au cœur de la jungle pour une expérience de cinéma-vérité d'un genre inédit. Attends, j'ai Krypton, mais j'ai pas le... Kryptonaire sous les tropiques. Kryptonaire sous les tropiques. Parce que j'avais Tonnerre sous les tropiques, mais du coup, j'avais pas la... La planète de Kal-El, donc c'est Superman. Eh oui. C'est la planète de Superman. Eh oui, Krypton, putain, bien sûr. Allez, celle-là, elle est pas mal. Les banques n'étant plus assez lucratives sur la planète la plus froide du système solaire, 5 braqueurs décident de changer de secteur d'activité en essayant de kidnapper Johnny Hallyday. Un film de Claude Lelouch. Ah oui.
Alors, j'ai pas la planète. C'est l'aventure, c'est la plus éloignée. L'aventure, c'est l'Aventuranus. L'aventure, c'est l'Aventuranus. Putain. Et un petit dernier. Sur la planète capitale de l'Empire galactique, la musique est bannie depuis plusieurs générations dans la famille de Miguel. Mais il va découvrir pourquoi au cours d'un extraordinaire voyage au pays des morts. C'est la planète. J'ai pas la planète. Il faut se rappeler du nom de cette planète dans la prélogie de Star Wars. C'est là où il y a vraiment l'Empire installé. Cocoruscante. Cocoruscante. Je l'aurais jamais eu, j'avais Coco, mais alors Cocoruscante, ça s'appelle ? Je suis allé le chercher loin dans mes souvenirs. Et voilà, donc c'était le jeu des remakes Interstellar. Vous avez été très forts, vous avez tout trouvé. Bravo. Bon, on revient au film. Jake Sully continue d'apprendre au contact de Neytiri, il apprend plein de trucs. Elle lui montre notamment son lézard volant. Oui. Elle a une sorte de lézard volant et elle lui explique que, contrairement aux chevaux, les lézards volants, ils sont monogames, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils acceptent qu'une seule natte. Une fois que tu t'es connecté avec ton lézard volant, c'est le tien, il t'a choisi et tu pourras te connecter qu'avec lui. Et c'est un peu comme dans Red Dead Redemption, ton cheval, il va venir là où tu es tout le temps. Okay. Et si tu essaies de te connecter quand même, il se passe quoi ? Ça fait un court-circuit ou... Si tu essaies de te connecter avec un lézard de quelqu'un d'autre, je pense que ça marche pas. En tout cas, ça ne se présente pas dans le film. Ou peut-être ça se présente dans la suite, je me rappelle plus. Petit à petit, il apprend plein d'autres trucs. Il apprend la langue, c'est ce qui est quand même assez important, le tir à l'arc, sauter dans les arbres, monter à cheval, suivre des pistes. Yeah. Et c'est vraiment une séquence un montage de formation assez classique, comme on en voit souvent dans les films. Et puis, on voit aussi Norman le linguiste lui apprendre un truc très important. Norman le linguiste, je vois la tête de Norman. Moi aussi. Il n'est pas frisé pourtant. Moi aussi, Norman le linguiste. Il lui apprend un truc très important, une phrase que les navis utilisent notamment pour se saluer. Et ils disent « je te vois ». Mais ça ne veut pas juste dire « je te vois devant moi ». C'est plus profond, ça veut dire quelque chose comme « je vois en toi, je vois à travers toi ». Voilà. Ok. Parallèlement, Sigourney, elle revient dans son avatar et comme ils sont plus proches du village, elle va aussi retrouver certains navis qu'elle avait eus à l'école quand elle les côtoyait. Et puis, on voit finalement Jake tuer une sorte de biche et lui parler au moment où il l'achève en disant « je te vois ». Ton esprit rejoint Eywa. Eywa, c'est la forêt, en gros. Et Neytiri voit tout ça et elle lui dit « c'est bon, tu es prêt ». Oh. Il est prêt. Il a acquis tout ce qu'il avait à savoir sur la forêt. Il est prêt pour partir en rando dans les montagnes, dans les montagnes volantes. Il est prêt pour leur dire « barrez-vous de là, on va prendre le pétrole ». Non, mais t'as raison, parce qu'en parallèle, le gars, il continue à balancer des infos à Philippe Lucas. L'objectif, selon Neytiri, c'est qu'ils gravissent les montagnes. Enfin, pourquoi elle l'entraîne déjà ? Non, en fait, elle l'entraîne parce que sa mère lui a dit il faut lui apprendre. La forêt l'a choisi avec les pissenlits volants, les graines de l'arbre. Apprends-lui ce qu'on sait, quoi. Faisons-le un des nôtres. Il a quel âge, notre ami Sully, là La trentaine. Petite trentaine. C'est-à-dire que là, ils sont tous entre eux, là. Les navis, là. Ouais. Il y a un gars de 30 ans qui débarque. Il l'avait jamais vu. Mais ils sont là. Ah bah tiens, on va se former, toi. Mais personne se dit, c'est qui ? Attends, c'est le fils de qui, ce gars ? Non, par contre, ils savent que c'est un avatar. Ils savent que c'est un avatar. Ils savent ce que c'est les humains et ils ont côtoyé avec Sigourney les avatars. Bien, évidemment. Mais ils se méfient pas, alors que quand même c'est un gars le gros truc, c'est que la forêt l'a choisi. Le truc des graines qui sont allées sur lui, c'est un signe. Et donc, ils savent pas pourquoi la forêt l'a choisi, mais ils disent on va faire confiance à la forêt. On le forme, on lui apprend tout. Mais la forêt, c'est une sorte de divinité. Bah, c'est comme moi, le stand-up m'a choisi. Je peux rien y faire. T'as un pissenlit qui est tombé dessus. Un micro, comme ça. J'ai plein de micros qui commencent. Ah ouais. Donc en fait, ils partent dans les montagnes volantes. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui vit dans les montagnes volantes ? C'est les lézards volants. Et oui. Et donc ils partent en rando là-bas, notamment ils sont 4-5, avec l'alpha de la tribu. Là, encore une fois, je vous raconte ça, mais il faut vous imaginer, les paysages sont incroyables, ils courent sur des grosses lianes avec le vide tout autour, en 3D, c'est vraiment super. Ok. Et ils sont en haut, et là, le mec alpha, il défie Jake d'aller chercher son lézard volant, ça s'appelle un Ikran. Donc il y va, il a une sorte de petit cordon, il le jette, et ça s'enroule autour du bec,
vraiment là, on est sur les codes un peu du rodéo. Il lui a coincé la gueule, quoi. C'est un peu de la zoophilie, du coup, parce que c'est comme son appendice en fait, sexuel. C'est ça qui est problématique, c'est que ça sert à plusieurs choses. En même temps, notre pénis sert aussi à pisser, par exemple. Donc tu peux avoir un même organe peut avoir plusieurs fonctions. Et à se battre aussi, parfois on peut se battre avec. Tu te bats avec ta queue. Je suis tout seul. À quelle occasion? Je suis tout seul. Non, mais pas à choisir ton chien, quoi, par exemple. Tu vois, c'était faudra savoir, Hugo, tu veux qu'il soit différent de nous ou comme nous? Non, c'est vrai que c'est bien, en fait. Et donc, en fait, il se jette dessus. Et là, ouais, on est vraiment en mode rodéo, quoi. Il est à califourchon sur le truc, il se débat, il a des ailes, machin. Il essaie de se connecter, mais c'est super dur. Et il finit par réussir à se connecter. Et là, les yeux de l'Ikran un peu changent de couleur. Enfin, ça a fonctionné. Ça devient un petit bisounours mignon. Ça devient son gars, voilà. Quoi. Ça devient son Ikran. Et là, il vole. Alors là, la scène de vol en 3D, c'est extraordinaire. C'est le gros kiff. Imagine, Jake, il a pu marcher. Alors maintenant, il vole. D'ailleurs, le ciel est pareil que notre ciel. Ouais, moi, c'est notre genre de ciel. D'ailleurs, il y a des très beaux, il y a des golden hours. En plus, comme c'est en image de synthèse, il a pu se faire plaisir sur les ciels. Okay. Bah après, ils ont des sortes de lunes, des trucs, j'ai pas tout en tête, mais... Ouais, il s'est pas fait chez lui 2 lunes à un moment. Il a pas fait ça, c'est pour te régaler, ça. C'est pas tout à fait comme chez nous. Il pleut ou pas? Il y a des orages, je sais pas. Il y a des orages, ouais. Ouais, voilà, il y a de l'eau. C'est pas tout à fait comme chez nous. Il y a des nuages. Les nuages ont un chapeau, bon. Après... Voilà, il y a des petites nuances. Mais des petites nuances. Bon, donc le temps passe un peu, on voit qu'il a bien kiffé le vol, notamment il vole avec Neytiri, il se perfectionne en vol aussi. Mais attends, là ils sont en train de tomber amoureux, non? Ou toujours pas? Ouais, ça commence un peu. Ouais, bien sûr. Mais pas encore tant que ça. Okay. Pour le moment, il n'y a pas tant de signes, voilà. Et là, pendant qu'ils sont en train de s'entraîner au vol avec Neytiri, une énorme bestiole, genre 10 fois plus grosse que l'Ikran, les attaque. Ils réussissent in extremis à se réfugier dans la forêt. Et Neytiri lui explique que c'est le plus grand prédateur de la planète et que seuls quelques élus, comme le grand-père de Neytiri, a réussi à dompter cette bête-là. Et quand tu réussis à le dompter, ça fait de toi un Toruk Makto. Eh oui. Et ça, c'est vraiment, t'es le boss du boss. Et Toruk Makto, par applaudissement. Et il y a très peu de Toruk Makto dans la salle parce que dans l'histoire connue de Pandora, il n'y en a eu que 5. Okay. Donc c'est vraiment, si t'es Toruk Makto, t'es vraiment le boss. J'imagine qu'on lui dit ça parce qu'à un moment, il va le devenir. Ah, c'est possible. Bah oui. C'est pas les films où on dit ça, puis finalement, c'est juste l'info. C'est ça. Un fun fact. C'est juste un fun fact, et puis c'est tout. Bon, on arrive à la fin, du coup, des 3 mois qui avaient été laissés à Jack pour convaincre la tribu de se barrer. Et... Non, mais il a rien fait en ce sens. Il a rien fait. Il a juste kiffé la vie avec eux. Ouais, c'est vrai qu'il était censé leur dire de se barrer, il leur a pas dit. Quoi. Ok. Peut-être qu'il a essayé, mais en tout cas, on n'a pas vu. Gros lâche. Et il confie un truc, on voit qu'il a un journal de bord vidéo qu'il alimente régulièrement, et il dit à son journal, il dit un truc important, c'est que il a parfois l'impression que le rêve et la réalité sont inversés. Parce qu'en fait, à force de passer autant de temps dans l'avatar, et en plus dans l'avatar, il vole, il marche, et en plus, il commence à avoir son histoire avec Neytiri, alors que dans son corps d'humain, il est un peu frustré. Donc, oui, il y a peu de scènes dans le labo. Non, on voit peu ça. Pas grand-chose. Et donc voilà, il est dans cette situation où presque il commence à préférer sa vie en tant qu'avatar. Okay. Et là, il a une petite discussion avec Philippe Lucas, qui lui annonce à chaque fois que c'est bon, il a accompli sa mission parce qu'en fait, il a donné assez d'infos pour que les militaires puissent gérer, quoi. Donc il n'a plus besoin d'y retourner. Ouais. Et oui, et il va dire bah non, j'ai envie d'y retourner. C'est ça. Et en plus, il lui dit même un autre truc, Philippe Lucas. Il lui dit c'est bon, en plus, je t'avais promis que si tu accomplissais ta mission, tu pourrais récupérer l'usage de tes jambes, on paiera pour l'opération. Et il lui dit c'est bon, c'est arrangé. Et que les militaires, ils vont passer à l'offensive, ils ont tout ce qu'il faut savoir pour bombarder, ils vont le faire. Et Jake, là, il dit, il essaye de négocier, et il dit, j'ai quand même j'ai un dernier truc à faire, il me reste ma cérémonie pour rejoindre le clan. Il essaye de négocier avec Philippe Lucas, il dit, en fait, une fois que j'aurai réussi le clan, ils auront ma confiance, et là, je pourrai négocier, et je pourrai leur expliquer. Donc en fait, il a vraiment retardé à mort le truc. Ouais.
On assiste à la cérémonie, donc on est vraiment sur la cérémonie hippie avec tout le monde se tient les épaules et fait des petites danses. Il y a des petits snackings, il y a des petits fours? Non, c'est vraiment dans la jungle. Faut imaginer un truc assis en tailleur dans la jungle. Okay. C'est Problemos, le truc. Très bien. Et l'avatar de Jake, il se fait peindre le corps par Neytiri avec une petite peinture blanche, il en a de partout. Ok. Et on explique que c'est comme une deuxième naissance. Le chef lui dit que maintenant il fait partie du peuple, il met ses mains sur ses épaules et puis tout le monde vient autour en se mettant les mains sur les épaules les uns des autres. C'est ce que j'ai essayé de décrire là sur cette sorte de petite danse. Et il y a un côté un peu rendez-vous en terre inconnue. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, quand j'ai voulu écrire ça, je me suis dit, on imagine un peu José Garcia dans Rendez-vous en terre inconnue. J'ai googlé José Garcia dans Rendez-vous en terre inconnue et il a refusé Rendez-vous en terre inconnue, figurez-vous. Alors il dit c'est pas mon délire. J'avais une anecdote sur José Garcia. Ouais. Vous la voulez? Vas-y. Je sais pas si elle est vraie, mais une fois on m'a raconté que sur le tournage de Surprise à l'époque, ouais. Ils avaient donc mis des caméras dans sa maison et sa femme et toute l'équipe étaient dans le grenier, tu vois. Et il est rentré chez lui et il pensait qu'il était tout seul. Il a commencé à mettre un porno dans le salon pour se branler. Et du coup, ils ont fait hop, non, non. C'est une anecdote que je connais de lui, voilà. Du coup, ils ont pas diffusé l'épisode. Non, du coup, ils ont fait non, on interrompt le. Non, on va pas le regarder se branler, c'est relou. Non, c'est foutu. Voilà. Et il est pas devenu sourd, malheureusement. Mais non, voilà. Bon, en tout cas, Jake et Neytiri, ils sont contents. Il y a une scène où ils gambadent un peu dans la nuit, là, ils commencent à être vraiment amoureux. Ah, en fait. Voilà. Et il y a de belles lumières. Comment ils s'embrassent, les Navy, alors? Eh ben, je vais te le dire. Tu vas voir, c'est très surprenant. Il y a des belles lumières, c'est romantique et tout. Elle l'emmène voir l'arbre des voix. Et l'arbre des voix, c'est plein de nattes qui pendent. Et tu peux connecter ta natte à l'arbre et entendre la voix des ancêtres. C'est une sorte de gloriole, c'est ça que tu allais dire? Mais bon, connecter la natte et tout, oui. Allez. Et elle lui dit... de gloriole. Comment on entend la voix des ancêtres dans les glorioles? De quoi on parle? Ah bah c'est mon grand-père. Trop bizarre. Elle lui dit que maintenant qu'il fait partie du peuple, il peut choisir sa femme. Et elle tourne un peu autour du pot en disant « Oui, il y a telle meuf de la tribu. » Ouais, allez, attends, tu lui colles au bas depuis 2 heures de film. Et ça, il va te choisir toi. En plus, on voit pas vraiment d'autres meufs en vrai apparaître. Elle cite des noms, on n'a jamais vu. Elle dit ma cousine, oui, elle est très forte à la chasse. Oui, bah, elle fait super bien les baies. Tourne pas autour du pot, Neytiri. Et lui, il dit, donc ces petits dialogues romantiques, et lui, il dit qu'il a déjà choisi, mais il faut que cette femme le choisisse, elle aussi. Et là, elle dit, moi, je suis OK et tout, et ils s'embrassent. Alors, comment ils s'embrassent? Ils s'embrassent. Ah, normal. C'est décevant. Ça s'embrasse tranquille. Ils s'embrassent. Et là, après, il y a une scène qui a été coupée. Et à votre avis, comment baisent les navis? En ciseaux? Je sais rien. Et ben non, ils baisent en connectant leurs nattes. Ah bah bien sûr, je suis fou. Et donc il a tourné cette scène, James Cameron, où les nattes, ils s'embrassent et après ils connectent leurs nattes et tout. Et il l'a coupé parce qu'il avait peur que les gens se moquent. Bah je confirme, hein, franchement. Et donc voilà, la scène de sexe est dans une ellipse. Mais donc, du coup, ils sont amoureux là. Et il est bien en galère maintenant là. Comment il va faire? Et justement, t'as raison, il est bien en galère parce que il y a cette ellipse, le fond au noir, et Jake se réveille dans son pod, dans son corps d'humain. Aïe. Et il dit « Qu'est-ce que t'es en train de foutre, Jake ?» Il s'engueule lui-même, quoi. Il dit « Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu ?» Il se parle tout seul? Ouais. Ok. Pour bien qu'on comprenne ce qu'il a dans la tête. Mais c'est vrai que... Qu'est-ce que tu es en train de foutre? C'est complètement déraisonnable de sortir avec un avatar alors que tu es un humain. Et tu pourrais te faire opérer, tu résumes le film. Ouais, c'est ça. Et que tu es en mission d'infiltration et que tu sais que les militaires vont donner l'assaut et tout. Aïe, aïe, aïe. Il y a quand même 2-3 trucs qu'il lui a pas dit. Et d'ailleurs, ici, on est dans un trope de comédie romantique typique où tu as un des deux amants qui a caché quelque chose de super important à l'autre depuis le début, quoi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses dans les films de ce genre de situation, Guigui? Bah, non, mais en fait, c'est... Dans les comédies romantiques, on se dit, oui, bah, on est obligé, quoi. Ouais. Tu vois? Parce que moi, ça m'énerve. En fait, c'est vraiment le truc où tu as envie de hurler, mais arrêtez de vous mentir, quoi. Ouais, arrêtez de mentir. C'est des trucs tout simples. Genre, arrêtez de mentir. Ouais, si le mensonge, c'est que mon meilleur pote va génocider toute ta population. Comme voilà. T'hésites un peu avant de dire la vérité, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est plus important que... je suis pas dispo mardi en 8. C'est vrai, tu vois. Bon, en tout cas, ça m'a donné l'idée d'un petit jeu. Allez, deuxième petit jeu. Avec plaisir. C'est le jeu des histoires d'amour fondées sur des mensonges. Oui. Et c'est des films à deviner. Ouais, voilà, c'est des films à deviner. Je vais vous donner des mensonges. Si c'est des histoires de potes, c'est relou. Ça balance et tout. C'est dans la version Patreon du podcast. Non, on n'a pas Patreon, mais on a un Tipeee. D'ailleurs, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, tipeee.com/Calmos.
Et il y aura absolument pas cet épisode. Mais donc là, le jeu, je vais vous donner des mensonges. Il va falloir tout simplement essayer de retrouver les films. Ouais. Premier film, il est payé pour briser des couples, mais tombe amoureux de sa cible. L'arnaqueur. Ah bah oui. Ouais, bien joué. Bah oui, C'est L'arnaqueur avec Romain Duris et Vanessa Paradis. Et François Damiens. Ouais. Oui. Une journaliste se fait passer pour une lycéenne afin d'écrire un article, mais elle tombe amoureuse du prof. Ça, c'est moins connu. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, peut-être pas. Un indice. Connu. C'est avec Drew Barrymore. Je sais pas. Non, je l'ai pas. Ouais. Qui d'autre? C'est qui le gars? Je me rappelle pas. Le film, c'est Collège Attitude. Ah non, je l'ai pas vu. Never Been Kissed, qui est vraiment pas mal. Alors, un acteur se déguise en femme pour obtenir un rôle. Mais c'est tout faire. Non, Tootsie. Tootsie, ouais. Avec Dustin Hoffman. Et il tombe amoureux d'une collègue alors qu'il est déguisé en femme. Ouais. Ça le met dans une galère. Il a un secret compliqué à avouer. Il cache à sa copine new-yorkaise qu'il est en réalité héritier d'une immense fortune à Singapour. Et ils se rendent ensemble à un mariage. C'est récent, assez récent, 2018. Ah, mais c'est un film... Non. C'est pas Crazy Rich Asians? Crazy Rich Asians. Okay. Ouais, ah ouais. Exactement ça. Très récent. Un acteur fait croire à une fille qu'il joue Rodrigue dans le Cid, alors qu'il joue juste dans une petite pièce de théâtre de boulevard. C'est Avignon avec Baptiste Le Caplin. Ouais, exactement. Et Elisa Erka, un film français de 2025, très sympa. Une petite comédie romantique sympa. Qui joue vraiment sur ce... Par rapport à Avatar. Ça manquait un peu de natte. De rhinocéros avec des cornes horizontales. Alors là, on a un double mensonge. Ok. C'est elle écrit un article sur comment faire fuir un homme, et lui, il a parié qu'il peut séduire n'importe quelle femme. Pas vu ça. C'est vraiment super. C'est avec Kate Hudson et Matthew McConaughey. Je sais plus comment ça s'appelle Comment se faire larguer en 10 leçons. Un film de 2003. On n'est pas bon sur les comédies romantiques, on était meilleurs sur les genoux de planète. Celui-là, c'est un film culte, mais tout le monde l'a pas. Il relève un pari, transformer la fille la plus ringarde du lycée en reine du bal. C'est ça, c'est écrit par... Elle est trop bien. Ouais, Fizzle That de 99. Et en fait, elle a juste des lunettes. Ouais, elle a ses lunettes, et en fait, elle bon. est magnifique. Comme 1000 fois au ciné où tu fais « Ah d'accord, c'était juste les lunettes ». Ugly Betty, tout ça, tu fais « Ah d'accord, bon bah ». Et M. Night Shyamalan a contribué au scénario de ce teen movie. Il y a un twist ou pas? Non. Ah bon. Enfin si, en fait elle est belle sous les lunettes, c'est ça le twist. Au moment au bal de l'école, il danse vite fait un twist, mais c'est tout ce qu'il y a. Yes. Allez. Il cache son pouvoir de voyager dans le temps à sa compagne pendant une bonne partie du film. Futur. Ah non, redis-moi pardon. En fait, il a une manière de séduire sa compagne, c'est qu'il peut revenir dans le temps et il lui dit pas. Un jour sans fin. Non. Ah oui. Oui, alors, ça marche aussi. Ça marche aussi. En Ouais. racontant un peu différemment, il y a ça dans Un jour sans fin et c'est vrai qu'il lui dit tardivement. Attends, un truc, je crois qu'il lui dit mais elle oublie. Ah si, c'est parce qu'il revient toujours la même journée, donc il corrige ses erreurs à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Là, c'est la même mécanique. C'est un film de Richard Curtis, relativement récent, de 2013. Ça s'appelle About Time. Ah non, je crois. Et alors, un petit dernier, il se fait passer pour juif, notamment pour séduire une fille, pas que pour ça. Alors qu'en fait, il n'est pas du tout juif, il s'appelle Edouard Vibert. C'est la vérité si je mens. C'est la vérité si je mens. C'est vrai que il se retrouve dans une galère où à un moment donné, il doit lui avouer qu'il a menti là-dessus. Bon, mais... Qui a gagné ce jeu, c'est toi. Hein. On n'est pas là pour parler de la vérité si je mens. Non. On est là pour parler d'Avatar et revenons à Avatar. Vous avez été moins fort que sur les jeux de mots. Ah bah ouais, là, on était vraiment nuls. Mais ça donne des petites recos, quoi, des films. Ouais. Et ça les pitchs vous ont donné envie de les voir. Revenons à Avatar. On n'a pas pu voir La Nuit d'amour, comme je disais, mais on a un réveil en panique dans la forêt. En fait, c'est surtout Neytiri qui se réveille, parce que lui, Jake, il est toujours en train de dormir dans son avatar. Et en fait, il y a des énormes bulldozers qui sont en train de défoncer l'arbre des voies. Ils ont lancé l'assaut sans demander son avis. Ouais, et ils commencent à y aller, quoi. Et là, il y a une grosse montée en tension avec un montage alterné pas mal, parce qu'on voit que Jake, il est en train de prendre son petit déj tranquille. Et pendant ce temps, la forêt est en train de se faire détruire. Et il n'est pas encore remonté dans son pod. Du coup, Neytiri, elle est en train d'essayer elle panique, elle essaye de tirer le corps de son amoureux qui se réveille pas, quoi. Il y a un montage alterné où elle tire son corps et tout, et lui, il est tranquillement en train de boire son petit café. Exactement. Et t'es là, tu te dis, ah putain, dépêche-toi, monte dans ton pod. Alors, il finit par terminer son petit-déj, il remonte dans le pod, et il se réveille dans l'avatar, et là, c'est la panique, il voit ce qui est en train de se passer, il escalade le bulldozer, et il casse la caméra. Et là, il y avait des militaires à côté des bulldozers, il commence à se faire tirer dessus. Il s'enfuit, il va se mettre à l'abri avec Neytiri. Et elle est dévastée, elle est en larmes, c'est horrible. Vraiment, ils ont défoncé l'arbre des voix, quoi, l'arbre des ancêtres. Et depuis la base,
des humains. On voit Philippe Lucas qui regarde Je lui ferai jamais. Hein. Je lui ferai jamais à chaque fois. On voit Philippe... moi j'avais intégré le truc que j'ai. Ok, Philippe, il est là. Vous le visualisez bien. Ouais, bah oui. Par contre, il a les cheveux courts. C'est ça qui est un peu décevant. Ouais. Mais bon. Et il découvre que c'est Jack. Il reconnaît Jack même dans son avatar. Il prend note, quoi. Et apparemment, il est vénère. Sachant qu'on rappelle, Jack, il part plus de la base des humains. Ils sont sur la base déportée qui est dans les montagnes. Donc, il peut pas direct y accéder, quoi. Ça prend un peu de temps. En parallèle, les navis, ils sont choc-barres, là. Ils sont dégoûtés. Donc, ils sont en train de s'organiser pour la guerre, quoi. Enfin, il se passe un truc, c'est chaud. Du côté de Sigourney, elle essaie de les calmer. Elle est dans son avatar et elle essaie de les calmer, mais en vain. Et le couple Jake-Neytiri les rejoint. Et le mec Alpha, il est très remonté contre Jake. Il l'accuse que ça soit de sa faute. Et ça commence à partir un peu en baston. En même temps, il y a Jake Lucas. Et en même temps, en même temps, il y a Philippe Lucas qui arrive à la base déportée. Donc, il a pris l'hélico pour aller vraiment là où il est. Et il commence à débrancher les pods de manière très énervée. Il y a l'avatar de Sigourney qui s'effondre du coup parce qu'elle a été débranchée. Et Jake du coup se dit que ça va bientôt être son tour. Et il est sur le point de tout avouer, de dire ce qui est en train de se tramer. Mais avant qu'il ait le temps de parler, il s'effondre. Et Jake sort de son pod et là il se prend une pêche dans la gueule de Philippe Lucas. Et oui. De retour à la base, ils se font sermonner tous les deux avec Sigourney. Comment dire, ils se sont fait sermonner. C'est vraiment genre... Bon alors, qu'est-ce que vous faisiez là ? Bah oui, désolé. C'est exactement ça. Et là, ils sortent un extrait du journal vidéo de Jake. Il racontait tout dans son journal et ils y ont accès. C'est pas comme les petits les journaux d'idole là où tu mets. J'ai pas la clé du cadenas. Verrou là. Ouais, que tu peux ouvrir avec ton pouce. Ça a l'air de t'énerver. Non, moi j'ai jamais rien écrit dans un journal comme ça. Vous aviez des journaux intimes ? Non, pas du tout. Toi ? Moi, j'en ai eu par période de 3 jours à 3 ans d'intervalle. Et t'as confié des trucs à ton journal ? Bah, pas trop, non. Une fois, j'ai fait un truc horrible. Tu sais, on partait en vacances avec ma famille et ma sœur, elle avait école le samedi matin et pas moi, je sais pas pourquoi. Et elle avait déjà préparé ses affaires, on devait partir juste après. L'aveu terrible qui arrive. Et elle avait laissé son journal intime sur sa valise. Et je suis rentré dans sa chambre, je ouvert le journal, j'ai appris genre 3 phrases par cœur, tu vois. J'ai refermé, tac. Et à un moment, dans la voiture, on arrivait, on avait fait 3 heures de route, je crois. Et j'ai dit un truc genre, et la phrase par cœur, tu vois, genre, je suis amoureuse de Teddy, mais seulement, elle a fait, elle savait très bien tester. Elle était genre, elle m'a tapé et tout. Quoi? On peut pas rigoler. Petite sœur ou grande sœur? Grande sœur. C'est un peu excusable parce que c'est la grande sœur. Ah, si c'est la petite, ça se fait pas. Mais la grande, je suis là, ouais, c'est bon, je rigole. Elle m'a tapé. Ouais. Bien fait pour ta gueule. Ouais, ça va. On peut pas lire les journaux intimes des gens? Non, d'accord, merci. Et donc là, qu'est-ce qu'ils ont vu dans le journal de Jake? C'est qu'il y a un moment où il dit franchement, là, c'est clair, les navis bougeront jamais de leur arbre. Et ouais. En fait, donc Philippe Lucas, il dit ok, puisque c'est ça, la voie diplomatique, c'est mort, donc c'est moi qui vais prendre les choses en main. Et comme c'est un gros bourrin, il va le faire de manière très bourrin. Et il dit que, en gros, son objectif, c'est de faire un minimum de victimes pour que ça reste un peu humain quand même comme approche. Donc, c'est chaud. Il va donner l'assaut et il se prépare à lancer l'attaque. Et vraiment, leur objectif, c'est de détruire l'arbre géant. Donc, c'est vraiment, faut imaginer un arbre, mais vraiment gigantesque. Il y a une ville dedans. Et c'est une sorte de divinité pour... et en plus, en tout cas, l'arbre est connecté. En fait, toute la forêt en elle-même est une divinité, quoi. Enfin, vraiment, c'est raser leur ville, quoi. Ça a l'air jamais de piétiner un branchage Si, mais de manière comme respectueuse. En fait, c'est un peu le grand tout, quoi. En fait, ils font partie de l'écosystème. C'est un gros disque dur, quoi. Ouais. C'est poétique ce que tu nous proposes. Donc voilà, ils vont détruire l'arbre géant. Sigourney et Jake disent que c'est horrible, qu'il y a des familles, qu'il y a des bébés, enfin que c'est vraiment atroce. Et alors, en discutant, quand même, ils obtiennent une dernière chance d'au moins obtenir qu'ils évacuent, quoi. Et on leur donne 1 heure. Ils remontent dans leur pod, ils se dépêchent. Jack, il y va en avatar, il avoue tout. Neytiri, elle est dégoûtée. Il dit que c'était pas le plan initial, mais qu'il est tombé amoureux dans la forêt. Donc là, on a vraiment la scène de comédie romantique où il avoue. Bien sûr. Elle lui dit qu'elle lui faisait confiance. Elle a les larmes aux yeux, c'est déchirant. On a connecté nos nattes, Jake. On a connecté nos nattes. En plus, quand ils connectent leurs nattes, c'est vraiment...
plus que le mariage, quoi. Normalement, ils sont comme ça, sûr, quoi. Tu m'étonnes qu'elle est dégoûtée. En parallèle, on a du coup le chef de la tribu qui ordonne de les attacher, c'est des traîtres. Et pendant ce temps, les humains arrivent par les airs avec les hélicos. Ils commencent par balancer des sortes de lacrymos. Les navis, ils essayent de répliquer avec des flèches, mais ça fait pas grand-chose contre les hélicos blindés. Et puis là, Philippe Lucas, il passe à l'étape supérieure en balançant des bombes incendiaires. Donc là, vraiment, Philippe Lucas fout le feu à l'arbre. C'est un carnage. Dans la panique, la reine vient quand même détacher Jack et Sigourney, parce qu'ils sont attachés un peu au milieu de l'incendie, en tout cas pas loin. Et elle dit à Jack que s'il est vraiment l'un d'entre eux, c'est le moment de les aider. Le bombardement, c'est affreux. Et Michelle Rodriguez, qui était avec eux, décide de ne pas suivre les ordres et elle se replie en disant « I didn't sign up for this shit ». Donc vraiment, elle est cool, Michelle Rodriguez. Belle imitation de Michel. Ouais. J'adore. On l'adore. L'arbre s'effondre. Donc là, c'est horrible. Visuel. Enfin, tout est horrible. Ça renvoie vraiment des scènes de guerre, des trucs atroces. Les militaires se replient. Et Neytiri retrouve son père en train de mourir dans les décombres. En plus, il y a des victimes et tout ça. Dans la base, les pods sont débranchés de force. Attends, son père, il meurt là ? Ouais, il est mort. Ah oui. Il est dead. Quelle était sa dernière phrase ? Je sais plus. Il lui dit je compte sur toi pour bien t'occuper de la forêt. C'est jamais genre dans ce goût-là. Je t'ai trop aimé, je suis dégoûté de partir et tout. C'est vraiment genre écoute-moi bien. Mon parfum préféré, c'est la vanille. Tu comprendras plus tard. Papa. En plus, quand ils ferment les yeux dans les films, ils mettent juste la main comme ça là. J'ai jamais compris. Ouais. Je pense que c'est un vrai truc de fermer les yeux. Mais oui, mais pourquoi ils appuient pas sur les yeux ? Tu sais, ils passent juste la main devant le visage et ça ferme les yeux. Je suis le seul à me dire ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, effectivement. Il pourrait, il touche pas les paupières. Ouais, vas-y, ferme-les avec. Si tu veux fermer, tu ferais avec les deux doigts comme avec ça. Les deux doigts. Comme les bambins, comme les poupées. Ouais, voilà. Donc là, le père est mort. Le père est mort dans les décombres. Et dans la base, les pods sont débranchés de force, les scientifiques enfermés dans une cellule. Et le corps de l'avatar de Sigourney, il est emmené par les navis qui partent en exil, quoi. Mais voilà, a priori, ils n'ont pas pris le corps de Jack, ils l'ont laissé sur place. Okay. Et heureusement, les scientifiques restent pas trop longtemps dans leur petite cellule parce que quelqu'un vient les délivrer. Qui, à votre avis ? Michelle Rodriguez. Michelle Rodriguez. Bah ouais. Elle est parce qu'elle a pas signé pour cette shit. Exactement. Ils s'échappent en hélico, tout le monde avec donc toute la team. Et dans leur fuite, il y a ce gros bourrin de Philippe Lucas qui les voit et qui leur tire dessus. Wow. Et Sigourney prend une balle. Aïe. Mais la vraie Sigourney, l'humaine. Horrible. Ils vont jusqu'au camp mobile dans les montagnes. Sully essaie de la soigner, mais elle est vraiment très mal en point. Et donc, il dit que sûrement les navis vont pouvoir l'aider. Mais Sigourney, elle répond pourquoi est-ce qu'ils voudraient m'aider après tout ce qu'on leur a fait ? Mais parce qu'en fait, ils sont bons de nature. Ouais. C'est ça qui va se passer ? Peut-être. Et donc là ils partent de la base mobile, ils l'accrochent à l'hélico et ils sont dans le préfabriqué porté par l'hélico et ils volent vers l'arbre des âmes où probablement se sont retranchés les navis. Un autre arbre du coup. Ouais, il y a beaucoup d'arbres, c'est une forêt d'ailleurs. Il y a l'arbre des voix, l'arbre des âmes, l'arbre des rêves et tout. Et à un moment on se perd un peu dans les arbres. L'arbre magique, c'est un truc qui se suspend au rétroviseur. C'est vrai. Ce qui n'a rien à voir. Jack, il remonte dans un pod et il se réveille du coup dans son avatar, mais son avatar, lui, il est resté au milieu des cendres. Sauf que là, qui c'est qui va pouvoir venir l'aider ? Sur qui il peut compter en toute occasion ? Son lézard. Son lézard volant, bien son sûr, Iklan. Bien sûr. Et quand son Iklan arrive, je sais pas pourquoi je fais un petit accent. Son Iklan. Son Iklan. Son lézard volant, il arrive et il dit qu'il a un plan. Et son plan, c'est de devenir Toruk. En domptant le sort de dragon géant. Ah oui, voilà. Attends, c'est quoi Toruk déjà ? Toruk, c'est quand les méga forts qui domptent la méga grosse bête là. Ouais. Il n'y en a que 5 dans toute l'histoire des nazis. Et donc, il a un plan pour choper le plus gros prédateur de la planète. C'est que, comme personne n'attaque ce prédateur, il ne regarde jamais au-dessus de lui. Et donc là, tu as un plan assez stylé où on le voit survoler la bestiole. Il lui saute dessus depuis les airs. Et là, que au noir. Et on est de nouveau dans la forêt. Les navis sont en train de faire une petite cérémonie au pied de l'arbre. Et en fait, ils se rassemblent, quoi. Ils essayent de se donner du baume au cœur. Et là, Jack arrive. 3 cafés gourmands, c'est ça qui est un peu... c'est trop bizarre.
D'ailleurs, je me demande... J'ai la Corrèze en cathéter. Mais quel rapport? C'est trop bizarre. Je crois que c'est un mème de la scène où tu mets plein d'autres musiques. Okay. Ça marche bien. Là, Jake, il arrive comme un boss sur le dragon géant. Tout le monde flippe, parce que vraiment, le truc, il est énorme. Et il descend à travers la foule comme un boss en marchant. Et il va jusqu'à Neytiri. Et Neytiri, elle est soufflée, là. Elle a vraiment beau gosse. Et elle lui dit « Je te vois ». Et il répond « Je te vois ». Donc là, vraiment, ils se savent. Bien sûr. Ça se câline un peu. Elle avait peur, mais elle a plus peur. Elle pense que... Attends, elle lui pardonne vite, hein. Ouais. Mais... Attends, voilà. Tout ce qu'il a fait, il a menti et tout. C'est à cause de lui, tout ça. Mais ça veut dire que finalement, la forêt, depuis le début, avait raison de croire en Jake. Que ce gars avait du potentiel. Toi, tu l'aurais largué, Jack. Ah oui, Jack, tu me mens pas comme ça. Ouais. Attends, t'as décimé tout... Mon père, il est mort à cause de toi? Ouais. Vraiment que c'est vrai, ouais. En fait, elle a un peu évacué la mort de son père. Son père, il est mort à cause de lui. Il a détruit son immeuble. Même pas chez elle, hein. Il a détruit tout son immeuble. Il a détruit avec son père dans les décombres. Et l'autre, il revient, il a dompté un Doberman. Bon, bah, je t'aime. Attends. Et en fait, il y a un truc que je me dis, c'est qu'ils ont un rapport peut-être un peu différent à la vie par rapport à nous. Parce que, en tout cas, elle est presque plus choquée quand les bulldozers rasent l'arbre que quand son père meurt, en fait. Enfin, et du coup, c'est comme un tout, quoi. La mort de son père, finalement, il va rejoindre les ancêtres, il revient à la forêt. Finalement, c'est pas si grave par rapport à détruire la forêt. C'est le cycle de la vie. Exactement. Ouais. Jake, du coup, s'adresse au mâle alpha. Il lui parle en avis pour le convaincre. Et il lui dit, bah voilà, on va s'allier, on va prendre les choses en main. Et le mâle alpha, il convoite pas Neytiri à un moment donné? Non, il n'y a pas ça. Ah, il m'avait semblé. Lui est déjà maqué. En fait, il est juste... en tout cas, il n'y a pas du tout cet aspect qui est développé. Il lui reproche d'avoir baisé avec... enfin, de s'être uni avec Jake parce que juste, il a une vision de lui comme l'étranger qu'il aime pas trop, mais pas parce qu'il est amoureux de Neytiri. Et tous ensemble, ils vont tenter une cérémonie pour sauver Sigourney. Donc le principe, c'est d'essayer de faire passer son âme dans le corps de son avatar via l'arbre. Mais la reine dit que quand même ça va être chaud, le pourcentage de réussite est assez faible. Donc ils font des incantations, tout le monde danse assis autour de l'arbre. Ils font une danse assis. Et c'est un flop, ça marche pas. Ça marche pas. Juste avant de mourir, Sigourney, elle a le temps de parler un peu à Jake et de lui dire, ça c'est exactement la scène que tu faisais tout à l'heure. Oui, voilà. Lui dire que ça y est, elle est avec l'esprit de la forêt. C'est la Sigourney Avatar, c'est pas la Sigourney... Non, il parle avec la Sigourney humaine qui est passée par l'Avatar pour aller mourir dans la forêt, quoi, en gros. Mais celle qui parle, les dernières paroles viennent du corps humain. Dans mon souvenir, le personnage de Sigourney Weaver meurt. Voilà. Ok. Et du coup, son avatar aussi, elle n'a pas pu être transférée. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a une guerre en cours. Et oui. Et donc Jake, là, il part dans un discours. Donc lui, il fait le discours en anglais et c'est traduit en avis par le mâle alpha. Bah oui. Ça m'énerve un peu qu'ils prennent le lead, Jake. Ouais. Bah, en le même mâle temps, alpha, il est là depuis 35 ans. Ouais, mais c'est un taureau. C'est un taureau, ouais, bon. On est vraiment dans un discours inspirationnel à la Independence Day, c'est vraiment le même truc. Sauf que là, le plan n'est pas le même, c'est pas un discours nationaliste, c'est au contraire, on va fédérer les clans et on va aller chercher tous les navires aux quatre coins de la planète, tous les clans, et tous ensemble, on sera plus forts. Pendant ce temps, on a un briefing de Philippe Lucas qui explique qu'ils vont affronter la terreur avec la terreur. Donc il briefe que des gens qu'on n'a pas vus, quoi. C'est les soldats, quoi, les militaires. Et il prépare un énorme assaut avec beaucoup d'explosifs. On les voit charger les explosifs. Donc la bataille commence. Et là, c'est la grosse bataille de fin de Avatar. On est dans la zone des montagnes volantes. Les humains, ils attaquent par les airs en hélico et aussi au sol avec des sortes de méga robots exosquelettes comme dans Alien 2 de James Cameron. Il a un petit kink là-dessus. Face à ça, les navis sont cachés, sont cachés dans les montagnes, prêts à attaquer sur leurs lézards volants. Et au sol, il y a la cavalerie qui est prête à charger sur les chevaux à six pattes. Tout le monde, ils se sont fait des peintures de guerre. Et il y a un truc un peu mignon, c'est que même Michelle Rodriguez, sur son corps d'humaine, elle s'est faite les peintures de guerre et elle s'en est fait aussi sur son hélico. Petit détail sympa. C'est génial de prendre ça à foutre. Ouais, c'est génial. Elle a pas son hélico. Ouais. T'as le temps de faire ça. Ouais. Bon, alors globalement, c'est une boucherie. C'est une catastrophe. On a une scène, un moment où le mâle alpha, il va aborder en plein vol un des cargos, mais il finit par se faire tuer parce qu'ils ont des armes à feu en face. L'hélico de Michelle Rodriguez se fait abattre aussi. Oh non. Elle meurt.
l'avatar du petit scientifique linguiste, Norman, il se fait tuer aussi. Je vais vous dire une bonne chose. Vas-y. Si c'est pour me dire qu'à la fin, la forêt va tous les ressusciter et c'est fini, où tout le monde va bien. Ah non, non. Allez, je suis pas d'accord. Ah non. Les morts, ils meurent. Hein. Ok. Donc, ça, c'est chaud. Hein. Non, j'annule Avatar, je vous le dis. Non, justement, comme ils s'en foutent un peu de la mort, comme en fait ton esprit va dans la forêt. Ouais, voilà, ok. Mais c'est pas les trois en une minute. Il y a quand même plusieurs. C'est plein de scènes. Oui. Ouais. Parce que là, tu vois, là, on est dans la nouvelle méta du podcast où vraiment il y a plein de scènes normalement à raconter. Ça durerait de plomb. Oui. Ouais. Le lézard volant de Neytiri meurt. C'est chaud, elle perd son lézard volant. Merde. Ah ouais. Donc, du coup, elle se retrouve au sol. C'est une cata. Ils ont des moyens de communication. Ils avaient récupéré des sortes de petits talkie-walkie que tu mets autour du cou. Donc, elle peut parler avec Jake. Et Jake lui dit de surtout pas attaquer, parce qu'elle est un peu toute seule au sol avec son arc. Et il lui dit de se cacher. Mais est-ce évidemment, que sans lézard, il y a une scène un peu... Vite fait. Mais quand même, il meurt. Elle est dégoûtée que son lézard... Quand un chien meurt dans un film, c'est presque plus... Ouais, c'est triste. Il y a un peu de ça. Triste que dans... C'est presque plus... ouais. Mais il y a un côté où Jake, ouais, c'est ça, il m'énerve un peu. Hein. Là, qui lui donne des conseils et tout. Ouais, c'est toi qui m'as formé, mais vas-y, reste couché, je vais t'apprendre un peu comment on se bat. Bah, laisse-la tranquille. Ouais. De toute façon, elle, c'est une guerrière. Bah donc, oui. elle entend ça, elle s'en bat les reins, elle bande son arc, elle est sur point de tirer. Mais face à elle, il y a vraiment des énormes robots et tout. Enfin, c'est en vain, quoi, mais c'est le dernier baroud d'honneur. Mais au moment où elle va tirer, il se passe un truc. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ah non, c'est la méga grosse bête. Ah non, elle est morte déjà. Ah non, alors attends, je sais pas. Non, je sais pas. Ah, une grosse bête. Attends, quelle grosse bête? Il n'y a pas une méga grosse bête qui va intervenir? En tout cas, la méga grosse bête, le dragon de Jake, il est dessus, hein, mais c'en est qu'une seule. Mais effectivement, un arbre. Il y a une méga grosse bête qui va intervenir, mais pas qu'une. Il y a toutes les grosses bêtes de la forêt. Il y a un troupeau énorme de méga rhino Formule 1 qui arrive et qui charge en masse. Et là, Neytiri, elle comprend. C'est que la forêt, et donc toutes les créatures de la forêt, bien sûr, les ont entendues. La forêt, on parle bien de l'agence immobilière. Et donc, ils sont là. Tous les agents immobiliers de la forêt viennent se battre dans la Ils font une visite. C'est un 67 mètres carrés loi Carrez. Et Philippe Lucas décide d'investir. Et donc, on voit tout le bestiaire qu'on a vu depuis le début. Il y a notamment une grosse panthère flippante du début qui arrive et qui se soumet à Neytiri. Donc, Neytiri peut se connecter sa natte à un des plus gros prédateurs terrestres de la forêt. Et en nombre, comme ça, les créatures arrivent à repousser l'envahisseur, quoi. Jake, lui, il aborde le bombardier dans les airs, il arrive à tout faire péter, il se bat, c'est super. Et Philippe Lucas, c'est complètement épique, mais il réussit à sauver in extremis en sautant dans un exosquelette. Et là, tu as vraiment la scène avec des méga explosions derrière lui, et lui, il s'échappe au dernier moment. Jake tombe en se raccrochant aux branches. C'est un truc qu'il a appris plus tôt dans le film. Il peut tomber de super haut et il tombe sur des feuilles qui amortissent sa chute. Et ça rebondit, non? C'est comme dans Rayman et un tout. peu, ouais. C'est comme dans Rayman. D'ailleurs, James Cameron a cité Rayman comme nom. Et on voit Neytiri chevaucher sa panthère. C'est vraiment le combat final. Là, Philippe Lucas, il est dans son exosquelette et il fonce vers le préfabriqué. Parce qu'il sait qu'un son gros ennemi, c'est Jake, et qu'il suffirait en fait de le débrancher pour... Oui. Et là, au dernier moment, il y a la panthère de Neytiri qui arrive dans son dos. Et il y a un combat au corps à corps entre la panthère et l'exosquelette. Et l'exosquelette a un énorme couteau, un gros couteau. Et il tue la panthère. Il est sur le point d'exécuter Neytiri. Et Jake intervient. C'est trop marrant quand tu racontes ça, parce que je me dis... Si c'était un gars que je connais pas qui me raconte ça, un abribus, il est fou ce gars. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il est complètement défoncé. Donc là, il y a ces combats sur combat. L'exosquelette, il a un méga couteau et il se bat avec un énorme tigre. Quoi? Et en plus, c'est vraiment, j'imagine trop James Cameron raconter ça. Ah ouais, là, on fait un gros couteau. Parce qu'en plus, il a dû expliquer ça au graphiste, quoi. Oui. Jack, dans la bataille, il a réussi à briser la vitre de l'exosquelette, et du coup, Philippe Lucas, il peut plus respirer, donc il doit mettre un masque. Il réussit à dégager Jack, et il se dirige vers le préfabriqué, il commence à péter les vitres du préfabriqué, et du coup, a aussi commencé à débrancher les pods. Mais du coup, les gens qui sont dans les pods, ils peuvent plus respirer non plus. Et donc, il n'a pas encore arraché le pod de Jack, mais lui, il a du mal à respirer. Et donc, son avatar, il est affaibli et il peut plus trop se battre. Le méchant le prend par les cheveux et il s'apprête à tuer l'avatar. Mais à ce moment-là, Neytiri se réveille, prend son arc et tue Philippe Lucas de 2 flèches empoisonnées dans le bide. Bien sûr. Enfin. Et c'est grandiose, machin.
Et là, on va voir cette scène qui est la scène. Moi, j'étais assez mitigé à la toute première vision du film il y a 16 ans. Mais cette scène. Putain, c'est il y a 16 ans déjà. Cette scène m'avait réconcilié. Enfin, pour moi, ça valait le coup de faire le film juste pour cette scène. Pour moi, tout est résumé. Tout est résumé dans cette scène. Jack sort du pod, du coup, son corps humain. Il rampe. Il essaie d'attraper un masque à oxygène et il est à tâtons, il est faible, il réussit. Enfin, il réussit pas, justement, il s'effondre. Et il y a Neytiri qui se penche d'abord sur l'avatar. Et puis, au bout d'un moment, elle comprend, en fait, assez vite qu'il faut qu'elle aille voir l'humain qui était dans le pod. Elle se dépêche, elle va prendre le petit corps humain de Jake dans ses bras, qui est beaucoup plus petit qu'elle. Eh oui. Et elle lui colle le masque à l'oxygène sur le visage, et elle le sauve. Et il se regarde, et il met sa main d'humain sur sa joue, elle met sa main sur la sienne, et il lui dit « Je te vois ». Eh bien sûr. Et ça m'a flingué. Parce qu'en fait, ce que je trouve éblouissant, c'est que c'est le parachèvement de leur histoire romantique et tout, mais c'est aussi toute l'entreprise d'immersion de James Cameron. Parce que c'est en fait le rêve de la 3D, c'est de traverser l'écran, c'est d'être dans le film, c'est d'être immergé dans cet univers, etc. Et le rêve, ça serait que les personnages imaginés dans l'esprit de James Cameron, ces navis qui n'existent pas, finissent par voir son héros, quoi. C'est de ça qu'on rêve, quoi. C'est cette rencontre entre l'organique et l'image de synthèse. Même si en fait tu crois pas totalement au design des créatures, mais d'avoir un plan magnifique où tu as l'image de synthèse et l'organique rassemblés, ça, je trouve ça hyper fort et hyper réussi, quoi. Surtout en disant « je te vois ». Et le « je te vois », quoi. Le « je te vois » qui marche trop bien, qu'il a bien installé. Et tout le symbole que ça donne. Ouais. Il sait écrire, hein, James, quand même. Ouais. Et donc là, c'est pas le dernier dindon. Je sais pas comment il en a fait d'autres. Le dernier dindon de la farce. Les panés de la dernière. Ouais. Donc c'est quasiment la fin du film et tout se termine sur un épilogue qui commence avec la voix de Jack en voix off. Les quelques humains qui restent sont escortés vers leur vaisseau et invités à se casser de Pandora. Le frère de Phoebe dans Friends vient parler à Jack en lui disant « Tu sais que c'est pas fini ». Bon, là, c'est le petit teaser parce qu'il va y avoir des suites. Et on a une dernière cérémonie dans laquelle l'âme de Jack est définitivement transférée dans le corps de son avatar. Donc en fait, il s'affranchit du pod et le tout dernier plan du film, c'est l'œil Navi de Jack qui s'ouvre. Et ça, c'est la fin du premier avatar. Et alors, on est d'accord que lui, donc maintenant, c'est devenu 100% un Navi. Donc dans le 2, c'est un Navi. Donc on est d'accord et il fonde une famille avec Neytiri. Quand il est, il a fondé une famille. En tant qu'humain, il n'a pas souscrit à des abonnements, un truc comme ça, il peut se barrer du jour au lendemain, quoi. Vraiment, il n'y a personne qui le recherche, quoi. Il n'a pas un petit abonnement Netflix qui traîne ou quoi. Il est vraiment libre de tout, quoi. Ouais, sauf que justement, maintenant, en fait, la scène de fin, en fait, il a vraiment abandonné son corps humain, quoi. Donc le corps humain, tu le vois, c'est fini, quoi. Donc il est mort en humain. Il est mort en humain et il devient totalement un Navi. Ok. Et tous ses potes sont morts, en fait, pendant le film, finalement. Les seules personnes, genre Sigourney, il était handicapé. Et il partait vraiment, même il était dépressif au début du film. Et donc le 2 se passe des années plus tard et ils ont fondé une famille, ils habitent dans une autre région et ils ont des enfants. Et un des trucs marrants, c'est que Sigourney Weaver joue une ado. Ok. Mais elle reprend pas son rôle, elle joue la... Bah non, mais son rôle, elle est morte. Mais Elle joue la fille de Jack, non? Je crois qu'elle joue une fille de Jack, ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, Guigui? Bah écoute, comme tu disais, il y a plein de scènes qu'on a squeezées. Ouais. Du coup, je me dis, c'est quand même un sacré morceau de film. Mais après, est-ce que ça m'a donné envie de le voir? Tu m'as donné envie de le voir sur la scène où tu dis ouais, je te vois et tout. Ouais. Mais après, en plus, j'ai toujours les mêmes réserves sur le truc de genre, l'histoire, elle est pas non plus dingo. Ouais. En vrai. En fait, moi, c'est une histoire de colonisation et d'amour entre les deux, quoi. Je te conseillerais pour le coup, par exemple, maintenant que je t'ai raconté le film, plutôt que de voir Avatar, là, il y a notamment le 2, ils vont faire comme avec le 1, ils vont ressortir le 2 au cinéma. Bon, le problème, c'est que t'es jeune papa et c'est un film de 3h40, je crois. Ça, déjà. Non, mais ça, et donc, c'est un vrai problème. Mais par contre, ça vaut le coup. Ces films-là, il faut les voir au cinéma parce que l'expérience, elle est vraiment, là, je suis d'accord. Elle est vraiment en salle, quoi. C'est vraiment le genre de film où il n'y a aucun cinéma qui le met dans la petite salle. C'est toujours la méga grande salle, t'es la salle 1 et 2, tu vois. Tu ne te retrouves pas à le voir dans la salle 15 où t'es genre, j'aurais pu le voir chez moi, vraiment, l'écran. Vraiment, le 2, je te le recommanderais parce que ça parle de la paternité, quoi. C'est vraiment un film sur ça. Mais vous êtes pour les films méga longs comme ça? Non. Je commence à en avoir marre, moi. Mais vraiment, c'est trop long. Quand j'étais né, les films, c'était 1h30, max. Ouais.
Ah, il y avait le parrain et tout, d'accord. Et genre, il était une fois. Ou Barry Lyndon, un truc comme ça, quoi. C'était des événements, quoi. Maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus un gars qui sait faire un film d'1h30. Ça n'existe plus. Ouais, je suis pour les films méga longs, justement, quand c'est des fresques, genre Le Parrain, il était une fois en Amérique, où vraiment c'est vraiment une épopée que tu suis, en fait. Mais par contre, je trouve que les films aujourd'hui qui font 3 heures, c'est rarement une épopée, quoi. C'est plus beaucoup de scènes d'action. Ça se regarde. Mais ça dépend, parce que moi, j'ai vu une bataille après l'autre. J'allais le dire. C'est long, mais ça m'a pas paru long, parce que c'est assez inattendu tout le temps. Enfin, ça t'a paru long? Je sais pas si ça me paraît long, mais souvent, je me rends compte que j'ai un réflexe de... Je suis allé le voir, du coup, tout seul au cinéma. Ouais. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ouais. Du coup, depuis la naissance. Et j'ai un réflexe de... Ok, c'est la fin. Ah non. Ok, c'est la fin. Ah non, ok. Ouais. Tu vois, ce truc de... Surtout celui-là qui est un peu décousu. Moi, moi j'ai été impressionné par le fait que ça m'a pas paru du tout long ce film, et j'avais pas du tout envie que ça se finisse. C'est un méga bon moment, tu vois. Ouais. Mais non, Avatar, il faudrait que je m'y mette. Faudrait que je m'y mette. Au bout d'un moment, il faut que je le vois, quoi, tu vois. Et là où je serais très curieux aussi, c'est voir la barre de montage de ce genre de film. Ça doit être fou de fou. C'est genre, ah non, j'ai loupé mon export, pardon. Mais d'ailleurs, sur le 2, il y avait plein de contenus additionnels, des featurettes de making-of, où ils expliquent comment est fait tel ou tel effet. Et le 2 se passe beaucoup dans l'eau. Ah oui. Et vraiment, les avancées technologiques, c'est limite comme la NASA la NASA a fait faire des progrès technologiques à plein d'autres trucs. Et là, avec Avatar, c'est pareil, quoi. Il y a la pointe de la technologie du cinéma et avancée avec ces films, quoi. Et souvent, c'est intéressant. Mais moi, je suis pas si geek. On a reçu il y a pas longtemps Julien Dupuis, qui est critique ciné très fan et spécialiste des effets spéciaux. Donc lui, c'est vraiment un de ses kiffs. Moi, genre, ça me passionne pas tant que ça, mais par contre, l'effet d'immersion des avatars, tu vas dans un truc, ça va t'emmener ailleurs, quoi. Mais c'est marrant, c'est des films aussi où quand tu les vois, tu te dis, ah, je vois grave le jeu vidéo qu'ils vont faire avec. Et pourtant, ils l'ont pas trop fait. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un gros débat sur... Il y a un truc qui est souvent dit sur le fait que Avatar a pas tant marqué la pop culture. C'est un peu ce qui est dit au sens où il y a très peu de produits dérivés, il y a très peu de trucs directement déclinés. C'est moche, quoi. Ouais. Ah oui, non mais les gars, au bout d'un moment, qui veut se porter ces navis, là? Mais par contre, il y a plein de choses, de concepts à la fois visuels et à la fois comme les trucs de connexion, etc., qui ont irrigué le jeu vidéo et plein d'autres choses, quoi. En fait, c'est un peu plus souterrain, mais ça a quand même inspiré plein de choses. C'est devenu une sorte de Tolkien, quoi. Ouais. Elle a créé une sorte d'univers où il se balade dedans. Et puis... Un peu de ça. En fait, c'est un film culte qui n'a ni réplique culte, ni personnage culte, ni scène culte, ni acteur culte. Et après, en fait, il y a aussi le fait que Avatar, en vrai, là, pour préparer le podcast, je l'ai revu à la télé, et c'est quand même beaucoup moins bien à la télé, quoi. Ah ouais. Ah oui. C'est vraiment une expérience de cinéma, quoi. Et par contre, c'est ça qui est fort, c'est que, en fait, au-delà du côté culte, c'est que c'est un phénomène de société, c'est-à-dire que c'est des millions de personnes c'est fou. dans le monde qui sont allées le voir, et tout le monde allait voir ça, quoi, à part Gigi Pop. Bah, à part Gigi Pop, Gigi Pop, il est passé à côté. Qui était à la séance du cheval de Turin. Ouais, putain, il était en train de dire, attends, et du coup, Tarkovsky, qu'est-ce que ça donne? Je suis dans un autre délire, moi. Bon, merci beaucoup, Guigui, d'avoir suivi cette histoire. Avec plaisir, merci à vous de m'avoir invité, c'était cool. Merci à Axel à la technique. Et oui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des gentils commentaires et à vous abonner. Les commentaires, les likes, c'est vraiment précieux pour l'algorithme. Donc vraiment, n'hésitez pas, sur YouTube en particulier. Vous pouvez aussi sur Spotify. Et puis, sinon, si vous avez la flemme de nous soutenir gratuitement, vous pouvez aussi nous donner de l'argent via tipeee.com/Kelmos, comme le font déjà tous les pseudos qui s'affichent à l'écran. Et je crois qu'il y a aussi James Cameron qui a un Tipeee, donc allez-y. Hein. Il en a besoin. On se dit à la prochaine. À la prochaine. À très vite.